l'ancienne RH qui a fait un burn-out. Elle ne voulait pas qu'on le dise en émission. Je pense que ce n'était pas vraiment le sujet. Elle voulait pas. Elle me dit, je suis conseillère aujourd'hui et j'accompagne des personnes qui veulent se reconvertir professionnellement, mais je ne veux pas que ces personnes pensent que je me sers de mon burn-out pour faire ça. J'ai toujours eu envie de faire ça. Je pense que je n'ai pas été dans la bonne direction grâce à mon boulot, et donc je ne veux pas que ce soit vraiment catalogué, j'ai fait un burn-out, j'ai changé. Non, j'accompagne des gens différemment. J'ai été RH, donc c'est ce qu'elle m'a dit hier, j'ai accompagné des gens dans une société, j'ai eu des problèmes avec mes directeurs de société, je n'étais pas à la bonne place. Mais ce que je faisais, j'adorais. Et donc j'ai envie de le faire aujourd'hui. Donc hier, c'était une émission avec une jeune personne d'une trentaine d'années qui s'est reconvertie. On a intitulé l'émission Mon job pour le plaisir ou pour faire plaisir. Et ça a eu un impact déjà très fort, parce que je me rends compte, en effet, que les personnes à qui on expose ce thème ont besoin, à un moment donné, de faire un bilan sur leur vie. Et aujourd'hui, la profession prend une grande place dans la vie. Donc c'est un mal, c'est vrai, encore obscur, mais chaque fois que je fais une émission là-dessus, qui a un énorme retentissement, c'est une maladie, on aura peut-être l'occasion de le redire, maintenant reconnue officiellement depuis 2014, de plus en plus fréquente. Oui ou non? Ça aussi, ce sera une question que je poserai. Est-ce qu'on en parle plus aujourd'hui qu'avant? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, parce que c'est une maladie reconnue officiellement, on peut aborder ça plus facilement? Enfin, soit c'est un véritable crash, et je pense qu'on en est conscient par rapport à toutes les personnes qui nous entourent et qui ont peut-être été jusqu'au bout, qui abolit tous les repères et dont on ne se remet pas seul, ça c'est sûr. Et Anne Évrard, qui est à mes côtés ici à droite, a vécu cette expérience. Elle propose donc son guide, et elle en parlera bien sûr, le guide de survie, comme elle dit, et je trouve ça intéressant. Quand on a fait une émission ensemble, elle m'a dit, Sylvie, c'est mon guide de survie. C'est le guide que j'aurais voulu avoir sur ma table de chevet dès les premiers symptômes de mon burn-out. C'est un livre pratique qui nous dit concrètement comment éviter de sombrer quand on est limite et ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire pour remonter la pente. Anne Évrard. On a Brieux-Denis qui a un stand ici, qui est médecin spécialisé dans l'accompagnement aujourd'hui du burn-out et formateur en développement personnel PRH. PRH, ça veut dire personnalité et relations humaines. Donc avec lui, on évoquera surtout, je pense, dans la partie accompagnement, toutes les aides qui sont proposées, mais aussi dans la première partie, les causes du burn-out. Et puis Dominique Méan, elle est médecin, acupunctrice, phytothérapeute, et depuis quelques années, elle enseigne les différentes méthodes naturelles utiles à certaines périodes de la vie. Et c'est vrai que c'est une période, je pense, importante. Le burn-out est une période importante dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un entourage, parce que c'est extrêmement important aussi de parler de l'entourage. C'est un échec pour certains, donc ça c'est quelque chose de difficile à vivre, et puis c'est un déclic pour d'autres. Et ça, je pense que, parce que mon émission s'appelle La vie du bon côté, et parce que mes invités veulent aussi entrer dans cette thématique-là, je pense que ça doit être un déclic à un moment donné pour se repositionner sur ce qui n'a pas été fait, bien fait, ou sur ce qu'on n'a pas mis en place, ou sur qui on n'était pas vraiment avant, et sur qui on veut être vraiment. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais apporter. Alors, Brieux, je voudrais vous demander en effet de repréciser un peu les causes du burn-out, une redéfinition du burn-out, une différence entre le burn-out et la dépression, parce que je pense que c'est vraiment la question essentielle que tout le monde se pose. C'est souvent la première question avec laquelle les personnes arrivent. C'est de comprendre, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Alors la définition, elle est très simple et c'est la même depuis plus de 40 ans. Le burn-out, c'est un épuisement physique et psychologique. Et il faut le « et ». Les deux sont importants. Lié à quoi? Lié à un stress chronique, c'est-à-dire un stress qui est là au moins depuis plus de 6 mois. Voilà, ça c'est la définition, c'est extrêmement simple. Un épuisement physique et psychologique lié à un stress chronique. Alors qu'est-ce qui est source de stress? Eh bien, il y a de multiples choses qui sont sources de stress. Alors je vais prendre quelques secteurs. D'abord, il y a le mode de société dans lequel on est. On y reviendra certainement. On est dans une société ici, en tout cas en Europe occidentale, où quelque part la manière de fonctionner fait que, dans le cadre du travail par exemple, mais il y a de moins en moins de gens qui travaillent, et ceux qui travaillent, on leur en demande de plus en plus et de plus en plus vite. C'est une tendance générale, c'est sociétal, mais ça génère une pression, un stress. Du même ordre, dans notre société, on a connu plusieurs crises successives, et nous sommes donc convaincus que si je perds mon boulot, je n'en retrouverai pas.
C'est pas tout à fait vrai. En même temps, c'est pas tout à fait faux parce que c'est pas évident de retrouver un job. N'empêche que cette peur-là génère du stress et fait qu'on accepte parfois certaines conditions de travail qui ne sont pas gérables et qui ne sont pas tenables. Voilà déjà 2 choses liées à un mode de société. Un autre point, c'est la manière dont est organisé le travail. Ça aussi, c'est source de stress, puisqu'on travaille ce qu'on appelle à flux tendu, que ce soit pour le stock ou avec les personnes. La manière dont le travail est organisé va être source de stress. Et si le burn-out trouve son origine dans le travail, il y a toujours un élément déclencheur dans ce cadre-là. C'est-à-dire la petite goutte d'eau, quelque part, qui fait déborder le vase et qui fait que tout d'un coup, on bascule en burn-out. Ça, c'est, je vais dire, sociétal, le lieu de travail. Après, il y a tout ce qui concerne nos vies privées. Et là aussi, il peut y avoir des sources de stress, des parents qui vieillissent dont il faut plus s'occuper, des soucis de santé pour soi ou un proche, des enfants qui ne vont pas très bien, des soucis dans le couple, etc., etc. Dans une société dont n'oublions pas que nous devons être performants partout, tout le temps, pour tout, ce qui évidemment n'est pas possible à tenir dans la durée. Voilà, en gros les sources de stress, certainement qu'on ira préciser ça plus loin, évidemment, mais ça donne déjà un contexte qui est cette source de stress, que je dirais les sources de stress externes. Après, il y a la manière dont je fonctionne qui peut être source d'un stress interne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le burn-out ne touche pas n'importe qui. Il touche des personnes avec un certain profil qui est capital de repérer. Ce sont principalement des gens passionnés, engagés, qui se donnent à fond dans ce qu'ils font, qui aiment profondément leur travail et ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent, soit le travail, soit rendre service dans une ASBL, s'occuper des autres, que sais-je. Ils y vivent leurs valeurs, ils y trouvent du goût. Du coup, ils sont plutôt un peu perfectionnistes, puisqu'ils aiment que les choses soient bien faites. Ils ont un peu de mal à déléguer. Mais pourquoi? C'est pas qu'ils font pas confiance aux autres, mais ils se disent, le temps que j'aille lui expliquer, je l'aurai plus vite fait moi-même, et au moins je suis sûr que ce sera bien fait. Et de fil en aiguille, ils finissent par prendre et dire oui à tout ce qu'on leur propose et être très engagés. Alors souvent, on se dit, oui, mais le burn-out, il est faible, il n'est pas solide. Mais c'est tout l'inverse. Le burn-out va surtout atteindre des gens solides, engagés, qui vont se donner à fond. Donc ça, c'est capital, c'est de repérer ce profil-là. Et cette manière de fonctionner, en fait, génère un stress dans la personne. Cette manière de fonctionner a rendu des grands services des années. Et puis, au fil du temps, quelque part, il y a un feedback qui ne revient plus de la même manière. Et du coup, ils vont faire de plus en plus, de plus en plus. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Voilà, ça donne le contexte du burn-out. Un épuisement qui va être physique et psychologique lié à des stress d'origine multiple, mais surtout une manière de fonctionner, un profil type, qui est très important. Alors la différence avec la dépression, c'est déjà pas du tout le même profil. Ça ne va pas atteindre la personne de la même manière. Quelqu'un qui est un peu plus à risque de dépression, c'est quelqu'un, si je devais donner une image, c'est comme si à l'intérieur d'elle, il y a une sorte de sable mouvant, de terrain marécageux. Alors elle peut rester autour. Dans les marécages, c'est souvent brumeux, c'est souvent un peu malsain, on n'est pas très bien. Et ce qu'on va dire, c'est un peu l'état dépressif. C'est flottant. Mais si elle se laisse entraîner trop vers le centre du marécage, elle va entrer dans une espèce de spirale qui fait que petit à petit, elle va plus avoir le goût pour rien. Il va avoir une tristesse, une morosité. Et il n'y a plus l'élan, il n'y a plus l'envie d'aller travailler, il n'y a plus l'envie d'entreprendre rien. C'est comme si elle tombe dans une espèce de trou noir qui progressivement va l'engloutir tout entière. Alors que la personne en burn-out, elle veut continuer d'aller bosser. Elle n'a pas envie d'aller s'arrêter de travailler. Si on veut l'arrêter, elle va dire « Ah non, docteur, non. Allez, 3 jours, mais je ne peux pas laisser les collègues dans l'ennui. Je ne peux pas lâcher ce projet. Ça tombe vraiment pas au bon moment. » Ces gens-là n'ont pas envie de s'arrêter. C'est pas celui qui va venir dire « Docteur, je me sens pas très bien. J'ai pas très envie d'aller travailler. » Non, il va falloir se battre pour qu'ils s'arrêtent. Et je peux vous dire que c'est un sacré combat et parfois c'est déjà une sacrée étape du travail. Donc c'est pas du tout le même profil, on n'est pas du tout face à la même problématique. Bien, mais par rapport à ça, je reviendrai aussi, j'ai noté les choses sur lesquelles vous vouliez revenir, mais c'est vrai qu'il y a un profil type, donc c'est clair, mais il faut aussi préciser que chaque cas de burn-out est particulier et qu'il y a un accompagnement personnel qui doit être donné pour chaque cas vécu personnellement. Je pense qu'Anne, vous reconnaissez évidemment dans ce que Brieux vient de dire, puisque
Vous avez écrit ce guide de survie que vous auriez voulu avoir quand ça vous est arrivé. Vous vous appuyez sur 230 témoignages, c'est énorme, 230 témoignages de personnes qui ont eu un burn-out, qui racontent comment, étape par étape, ils ont remonté la pente. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Quel a été le déclic? Vous étiez cette personne, donc je suppose que vous reconnaissez dans cette personne qui voulait aller de l'avant, qui était perfectionniste, qui disait non, moi jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, en tout cas concrètement, c'est qu'un matin, un samedi matin, j'ai pas pu me lever. La veille, je fonctionnais assez normalement, selon moi. J'avais rien vu venir. Et c'est comme si ce samedi matin-là, quelqu'un avait tiré ma prise. Il n'y avait plus de jus. J'étais complètement KO. Alors, j'ai commencé par dormir les 3 premiers mois à raison de 18 heures par jour. Le reste du temps, j'ai regardé par la fenêtre. Pas parce que j'étais dépressive ou c'est sûr que j'étais pas de très très bonne humeur parce que je pouvais rien faire, mais c'est juste que j'avais pas d'énergie. Je pouvais pas lire, c'était trop fatigant. Je pouvais pas écouter la radio, c'était trop de bruit. Donc voilà, j'ai rien pu faire pendant 3 mois. Et puis le restant de la première année, je suis restée en pyjama à la maison, du lit au fauteuil. Après 4-5 mois, j'ai pour la première fois rencontré quelqu'un d'autre qui était aussi en burn-out, une maman de l'école qui, comme moi, se retrouvait péniblement à aller chercher ses enfants à 3h30 à l'école. Je me disais, c'est louche, elle travaille à temps plein, elle, qu'est-ce qu'elle fait ici? En tâtonnant, on s'est dit toutes les deux qu'en effet, on était en burn-out, un peu dépité. Puis je me suis rendu compte qu'elle vivait la même chose que moi, ce sentiment de honte d'avoir craqué, de culpabilité de ne pas faire son travail au boulot, mais de culpabilité aussi de ne pas faire son travail à la maison. Cette frustration de ne pas réussir à rebondir alors que ma tête voulait tellement repartir, voulait tellement réaliser encore des choses. Je me sentais si forte au niveau mental, mais au niveau physique, que c'était totalement impossible de rebondir. Et puis je me suis rendu compte qu'en croisant d'autres personnes en burn-out, on vivait tous les mêmes étapes, donc ces émotions très difficiles, mais ensuite aussi on tâtonnait pour essayer de récupérer notre énergie. Je voyais que certaines choses marchaient, d'autres pas. Puis je me suis dit, c'est quand même incroyable, on vit tous la même chose, il n'y a personne qui nous le dit. Et alors je me suis dit que j'allais prendre ma meilleure plume et mettre sur papier tout ce que j'avais découvert en tâtonnant, pour que d'autres ne doivent pas tâtonner. Alors, je trouvais que c'était plus intéressant s'il y avait aussi des hommes qui témoignaient, des gens. Moi, j'avais 2 enfants en bas âge à l'époque, mais aussi des gens sans enfants, plus jeunes, moins jeunes, pour que chaque lecteur en burn-out puisse se retrouver dans l'un ou l'autre témoignage. Voilà un peu la première année. Il y a une notion si tu me permets, Sylvie, que je trouve intéressante de clarifier, c'est la différence entre simplement être très fatigué, la grosse fatigue. Tu expliques l'image d'un barrage. C'est celle-là que j'aimerais bien expliquer. Donc, l'image que je prends, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh, mais c'est quoi exactement ce burn-out? Parce que moi aussi, je cours beaucoup, moi aussi, je suis fatiguée, je resterais bien une semaine à la maison aussi en pyjama, ça me ferait du bien. J'aime utiliser l'image d'un barrage où, disons que chacun d'entre nous est un barrage, et quand tout va bien, imaginons-nous il y a 10 ans, quand on avait une vie un peu plus tranquille, eh bien, le barrage est serein, l'eau est calme, il fait beau. Les problèmes commencent quand on court de plus en plus, on a de plus en plus de stress et le barrage commence à être sous pression. Quand on est dans cette phase-là, si on se rend compte qu'on court de plus en plus, qu'on se met une pression incroyable, on peut, en changeant des petites choses, on en parlera, qu'est-ce qu'on peut changer, ramener du calme sur son barrage. On va peut-être jusqu'à la grosse fatigue, très grosse fatigue, mais on peut faire marche arrière en ramenant un petit peu de calme et en changeant des choses. Les vrais problèmes et le burn-out commencent quand on n'a pas écouté cette fatigue et que subitement le barrage cède sous la pression. Petite brèche, petit burn-out, grosse brèche, gros burn-out. Et là, on le comprend, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile parce qu'il va falloir réparer ce barrage comme on peut et puis il va falloir attendre que le niveau d'eau, d'énergie remonte. Et c'est très, très lent. C'est plus du tout la même chose. On est passé dans autre chose. Il y a un moment dans lequel on bascule et où les gens racontent, par exemple, hier soir, je donnais une conférence à Bruxelles et il y avait un témoignage et la personne disait, c'était un délégué commercial qui allait de librairie en librairie pour vendre ses produits aux libraires.
Et il me disait, le libraire m'a demandé quelque chose que j'avais dans mon coffre. Je suis retournée à ma voiture, j'ai ouvert mon coffre et je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus rien. Je ne savais plus pourquoi j'étais là, je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas ce que je venais chercher, j'étais perdue. C'est le moment dans lequel son barrage a lâché. Il est passé dans autre chose. Chez moi, c'est le moment où le samedi matin, j'ouvre les yeux et je me dis « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai basculé dans autre chose. Je suis plus la même personne, je suis tombée dans la maladie. Voilà un peu pour faire la différence entre les deux. Je vais donner le micro à Dominique. Dominique, en tant que... On m'entend toujours, ça va? Oui? Non, on m'entend plus? Si, ça va? En tant que médecin, acupunctrice, phytothérapeute, donc c'est vrai que vous enseignez les différentes méthodes naturelles utiles à certaines périodes de la vie, mais est-ce qu'il y a des signes d'alerte que vous voyez chez des patients qui présentent peut-être un risque important de burn-out? Est-ce que, à votre niveau, là où vous avez ce contact, on va dire physique, avec les personnes qui viennent vous voir pour rechercher du bien-être, hein, parce qu'ils ne se livrent pas spécialement, comment vous détectez qu'il va falloir aller plus loin et qu'il va falloir peut-être leur conseiller d'aller beaucoup plus loin parce qu'ils risquent autre chose? Oui, alors un patient ou une patiente que je vois arriver dans mon cabinet et qui me dit par exemple je suis fatiguée et je n'arrive pas à récupérer, j'ai beau dormir beaucoup, ça ne s'arrange pas, ou bien je me mets à tout oublier, ou bien j'ai des sautes d'humeur et mon mari et mes enfants en prennent pour leur grade plus souvent qu'à leur tour. Là, je commence à avoir un petit peu la puce à l'oreille. Et si j'entends qu'il y a des gros trous de mémoire, des moments où émotionnellement ça ne va plus du tout, des gens qui se mettent à pleurer avec raison ou sans raison, à ce moment-là, on va peut-être envisager d'investiguer un peu plus sur la manière dont la personne vit son stress. Autant sur le plan de la communication, on va en parler, je vais écouter quel est son vécu, mais autant aussi sur le plan médical, on va mettre en route une petite batterie de tests qui va permettre de voir quel est le niveau du danger pour cette personne que justement le barrage lâche. Le danger que cette personne arrive au point où, boum, l'élastique a cassé et tout s'écroule. Parce qu'effectivement, comme disait très bien Anne, il y a un moment où on ne peut plus, on ne sait plus qui on est, on n'arrive plus à conduire sa voiture, on téléphone à son conjoint en disant « il faut que tu viennes me chercher parce que je ne sais plus conduire ma voiture et je ne sais plus où je dois aller, je ne connais plus le chemin, je ne sais plus ». Ou bien alors des gens qui vous disent « un jour, eh bien, je me suis levée et je ne pouvais plus marcher ». Alors là, il est temps, là la personne se rend compte effectivement qu'il y a un gros problème et que le stress qui dure depuis des mois et souvent des années, il est arrivé à un point où vraiment ça ne va plus du tout. À ce moment-là, on va mettre en place quelques tests assez simples qui permettent de diagnostiquer les choses sur le plan médical de manière assez claire. On va faire une prise de sang. On va aussi demander aux personnes de cracher dans des petits tubes à salive pour faire des mesures hormonales sur la salive qui sont plus exactes souvent que les mesures dans le sang et qui déterminent de manière plus précoce les failles qu'il peut y avoir au niveau hormonal. Et on va demander un test qui est le rapport entre cortisol et DHEA. Bon, c'est un petit peu médical, mais c'est assez simple à comprendre. Quand le stress avance, après la phase d'adrénaline, qui est la phase du stress aigu, vous savez, quelqu'un nous surprend, hop, poussée d'adrénaline, une voiture déboule et arrive de droite, on risque l'accident, poussée d'adrénaline, ça c'est le stress aigu. Mais si nous nous installons dans un stress qui dure des mois et des années, à ce moment-là, c'est le cortisol qui se met à monter insidieusement. Alors, au début du processus, le cortisol qui est maximal pour la plupart des gens, disons à 8 heures du matin, il monte et puis il est présent pendant la journée et le soir, il redescend de manière à nous laisser dormir.
Et le matin, il remonte, puisque c'est notre hormone réveil matin, pourrait-on dire, entre autres. Et à un moment donné, on est tellement stressé que ce cortisol ne redescend plus. Et donc, il se met à faire différents dégâts au niveau du cerveau et au niveau de l'intestin. Et je vais faire un petit dessin peut-être. Donc, si nous avons sur la ligne du temps qui est là, les différentes phases du stress qui augmentent petit à petit, on a le cortisol qui va augmenter. Merci, c'est parfait. Quelle collaboration. Pas tomber en arrière. Hein. Magnifique. Donc, le cortisol monte. Et puis, voilà, là, on arrive à l'étape où il n'arrive plus à redescendre. Et quand tout va bien, on a une autre hormone qui est aussi une hormone masculine, en fait, mais qui est là pour soutenir notre énergie, qui est la DHEA. Vous en avez peut-être entendu parler, puisque pendant tout un temps, la DHEA, on en a parlé, on lui a fait toute une publicité comme étant l'hormone de la jeunesse. Voilà. Et donc, cette DHEA va gentiment augmenter de manière parallèle au cortisol. Jusque-là, tout va bien. Et à un moment donné, ça ne va plus. Et la DHEA va un peu traîner la patte. Et on a à ce moment-là un différentiel qui s'installe entre le cortisol et la DHEA. Et ça, c'est vraiment le moment dangereux. C'est le moment où on risque d'arriver à cette rupture du barrage. Donc, c'est intéressant si on peut, à ce moment-là, encourager la personne qui est stressée et qui commence à être en difficulté à faire un prélèvement de salive qu'on envoie au laboratoire et qui va nous donner ce rapport cortisol sur DHEA. Et c'est dans une prise de salive qui a lieu le soir. À ce moment-là, si on est en dehors des normes, on pourra dire à la personne avec un examen médical à l'appui que vraiment, il est temps de s'arrêter. Parce que je rejoins mon confrère Brieux quand il dit que les personnes qui commencent un burn-out, c'est très difficile de les faire s'arrêter de travailler. Pour ces personnes-là, non, pas du tout, elles sont motivées, ce sont des battants, elles veulent continuer, elles ne veulent pas que les autres soient en charge de leur travail, donc il faut bosser. Alors, un autre critère qui est intéressant quand on veut tester le niveau de stress, c'est un test qu'on appelle le CAR, C-A-R, qui veut dire Cortisol Awakening Response, donc réponse du cortisol à l'éveil, au moment où on s'éveille. Alors pour la plupart d'entre nous qui avons l'habitude de dormir, disons, quelque part entre 11 heures du soir et 7-8 heures du matin, le taux de cortisol maximal se situe vers 8 heures. Et donc, on fera une récolte de salive à 8 heures du matin et à 8h30. Et en comparant les taux de cortisol dans ces deux prélèvements salivaires, on va voir ce qui se passe. Si le cortisol monte gentiment, normalement, comme il doit le faire à cette heure-là pour nous donner de l'énergie, tout va bien. Par contre, si on voit que le cholestérol dans cette... le cortisol, pas le cholestérol. Oui, le cortisol, s'il se met à monter en flèche à toute allure, ça veut dire que le stress est vraiment très important et qu'il sera temps aussi de prendre de sérieuses mesures pour arrêter le jeu. Voilà. Alors, cette affaire de 8 heures du matin, c'est un petit peu différent pour les gens qui sont des alouettes et qui se réveillent très tôt, parce que parmi nous, comme vous savez, il y a des couches tard et il y a des couches tôt. Et si vous êtes du genre alouette, c'est-à-dire des personnes qui vous réveillez à 5-6 heures du matin pour être en pleine forme et commencer votre journée, ce ne sera pas à 8 heures du matin le moment où il faudra faire cette prise de salive pour le cortisol, mais un petit peu plus tôt. Et par contre, si nous sommes des couches tard, lève tard, ce sera un peu plus tard.
le chronotype, c'est-à-dire notre type d'habitude de sommeil qui nous convient vraiment à nous, c'est une notion sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, mais qui est très importante dans le traitement du burn-out. Encore peut-être un troisième test qui est très utile, c'est un simple dosage de la vitamine D. C'est capital parce que si nous n'avons pas assez de vitamine D, le sommeil se déstructure. Et donc, si le sommeil se déstructure, nous devenons évidemment beaucoup plus incapables de faire face au stress et de réparer notre fatigue de la journée. Bien, bien, oui. Là, on a déjà dans les solutions, enfin, en tout cas, le facteur sommeil, c'est vrai qu'on y reviendra, c'est extrêmement important, et la vitamine D aussi. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont fait ce test ou qui ont entendu parler de ce test ou d'un autre test? Parce que c'est intéressant. Moi-même, je n'avais jamais eu tous ces détails-là par rapport à ça. Donc voilà, s'il y avait quelqu'un qui souhaitait intervenir déjà sur le test en lui-même, parce que moi, j'ai maintenant envie de rebondir, non pas sur la notion médicale, mais Brieux, de te demander ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de honte, hein, si on revient à tout ce que tu as dit jusqu'à présent. Et après, Anne, j'aimerais bien que tu nous parles de l'entourage, évidemment, pour essayer un peu d'équilibrer ça, de compenser ça. C'est une étape normale, c'est une étape indispensable, on va dire, parce que certains ne veulent pas, en disant... et pourtant, c'est un passage obligé. Malheureusement, oui. Cette culpabilité, quelque part, elle va signer pour les soignants ou le médecin, ou c'est un signe évident, la personne va être confrontée à la culpabilité. Et quelque part, quelqu'un qui ne le vit pas, c'est déjà un indicateur pour remettre éventuellement en question la question du burn-out. Est-ce que c'est vraiment du coup un burn-out? Parce que ces personnes-là vont toujours au départ être confrontées à cette culpabilité et vont mettre un certain temps, et là, comme tu disais Sylvie, c'est vraiment spécifique à chacun. Certaines personnes vont mettre quelques jours ou quelques semaines pour traverser cette culpabilité. D'autres, on va mettre des mois avant de pouvoir accepter et lâcher ça. Donc oui, c'est vraiment une étape importante. Et par rapport à l'entourage, dont tu en parles, Anne, dans ton livre, c'est là que l'entourage joue un rôle essentiel et primordial. Bon, alors dans le livre, il y a plusieurs entourages qui sont détaillés. Il y a évidemment le partenaire de la personne en burn-out, ses enfants, ses amis, ses collègues, son employeur. Évidemment, c'est très très important parce que la personne qui craque, on l'a dit, on parle de honte, culpabilité, frustration, tristesse. Si vous ne pouvez pas en parler avec votre compagnon, c'est très très difficile parce que ça vous enfonce encore plus dans votre trou. Il y a des compagnons qui n'ont pas l'empathie, ne comprennent pas. Parfois, c'est simplement un manque d'information, se disent, comme pour peut-être d'autres maladies psychiques, en la motivant, en lui disant de se lever, etc., je vais l'aider, alors que c'est tout l'inverse parce que on essaye déjà nous-mêmes, mais on n'y arrive pas. Alors si en plus on nous dit, mais allez, bouge-toi un peu, ça vous enlève encore plus le peu d'énergie que vous avez. Voilà. Alors dans le livre, ce que des partenaires témoignent, par exemple, c'est de dire, ils donnent des conseils aux partenaires qui lisent le livre aussi, du guide du burn-out, et ils disent, si j'avais des conseils à donner, c'est s'informer sur la maladie pour comprendre ce que son conjoint vit dès le départ, comme ça on peut l'accompagner. 2, se préparer au fait que ça va être long, très long, parce que généralement déjà 1, 2, 3 semaines de maladie, ça paraît interminable, alors 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est vraiment extrêmement long. Et donc, il faut que le partenaire puisse garder son énergie pendant toute cette période d'accompagnement, parce que c'est imprévisible, une personne en burn-out. Et donc, vous, en tant que partenaire, vous ne savez pas ce qui vous attend. Combien de fois je n'ai pas promis à mon mari, qui est au fond de la salle d'ailleurs, que j'allais me lever le matin pour les enfants, et où, à 7h du matin, quand le réveil a sonné, j'ai poussé sur son épaule et j'ai dit, ça ira pas, hein, il va falloir que ce soit toi qui te lèves. Combien de fois j'ai pas fait le repas du soir parce que juste j'étais dans le canapé et c'était impossible de me mettre en route, etc. Et alors un conseil que les partenaires de Burnie, comme je les appelle, donnent aussi, c'est vous n'êtes pas malade, alors faites-vous plaisir. N'ayez pas mauvaise conscience de vous faire plaisir. La maladie de votre conjoint, de votre partenaire, ça lui appartient, c'est pas la vôtre. Vous n'êtes pas en burn-out. Et donc, prenez du temps libre aussi pour vous. Faites-vous plaisir sans mauvaise conscience. Allez faire du sport, allez voir des amis.
parce que ça va vous donner de l'énergie pour pouvoir faire cet accompagnement. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui souhaitent prendre la parole avant qu'on passe plus dans la phase accompagnement et même si on en était déjà d'une certaine façon dedans en parlant de l'entourage, mais est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont peur parce qu'ils se reconnaissent dans un profil à risque ou qui ont peur pour quelqu'un de leur entourage ou qui pensent peut-être que leur mode de fonctionnement à un moment donné va craquer. Je pense que c'est bien de faire la prévention et d'en être conscient. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Ben voilà, je suis en burn-out. Et ma difficulté, c'est... On vient de parler des accompagnants. Je suis toute seule à la maison. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça quand on vit tout seul? Même si on a de la famille, c'est pas évident. Parce que, comme on dit, je me sens très coupable. Ça fait à peine 2 semaines que j'ai accepté de m'arrêter. Ça fait 3 ans que j'aurais dû arrêter. Et le vivre seul, ce n'est pas évident du tout. Je suis suivie en hypnothérapie. Je fais quand même des choses pour essayer de m'en sortir. Mais comment est-ce qu'on peut, au quotidien, entre les séances, essayer de ne pas ruminer et d'être encore dans cette culpabilité-là, de dormir, de ne rien faire. Et voilà. Parce que je pense qu'avec tous les témoignages que tu as récoltés, Anne, je vais te donner... J'ai un petit peu perdu, désolée. Hein. Mais je vous en prie. Je vous comprends très très bien parce que c'est un énorme désarroi de se retrouver dans cette situation-là et en effet on rumine. C'est normal. Moi je peux que témoigner que le plus rapidement on arrive à évacuer cette rumination, le plus vite l'énergie va revenir. Alors pour moi la première chose à faire, parce que j'entends que votre arrêt maladie est tout récent, c'est apprendre à se reposer. Moi quand mon médecin m'a dit je vais te mettre en arrêt de maladie 1 semaine, repose-toi, ça ne voulait rien dire parce que forcément quelqu'un qui a foncé à vive allure, plein d'énergie dans le mur, se reposer, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc pour moi, se reposer, ça veut dire ne faire rien du tout. Alors ça paraît difficile de rien faire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais on s'habitue. Et en fait, c'est comme ça qu'on recharge ses batteries. Alors moi, j'ai une autre image que j'aime bien, c'est celle du fût d'énergie. Donc imaginons qu'on ait tous un fût d'énergie assez bien rempli. Quand on craque, que le barrage cède au moment du burn-out, imaginez que votre fût d'énergie s'est renversé. Vous le redressez, vous regardez ce qu'il y a dedans. Souvent, il n'y a plus grand-chose par rapport à tout un fût d'énergie. Il reste quelque chose en bas. Surtout, il faut garder ça. C'est votre base pour vous reconstruire et pour recharger vos batteries. Ça veut dire que votre objectif chaque jour pour vous guérir, ça va être de rajouter 1, 2, 3 gouttes d'énergie dans ce fût et ne rien faire avant que ce fût soit complètement rempli. Parce que c'est la grande erreur que les gens en burn-out font parce que c'est si difficile de ne rien faire. C'est que dès qu'on a un peu d'énergie, on revide le peu qu'on avait gagné grâce à une sieste. Donc en fait, il faut faire 2, 3, 4 siestes par jour et ne pas avoir mauvaise conscience parce qu'en fait, c'est votre médicament à vous. On a fait la différence avec la dépression. La dépression va vous donner un antidépresseur. Dans le burn-out, vous avez un problème d'énergie. On comprend bien qu'il n'y a pas de pilule d'énergie. Donc en fait, ce que vous devez faire, c'est vous reposer parce que ça, c'est votre remède. Donc il ne faut pas avoir mauvaise conscience. C'est ça le médicament, c'est de ne faire rien. Et alors, pour sortir un peu de son isolement dans cette première phase où on est si fatigué, où on n'a même pas la force de s'habiller et de voir quelqu'un, ou même d'appeler quelqu'un au téléphone, c'est trop fatigant, je voudrais mentionner qu'on a créé sur Facebook un groupe qui s'appelle Burnout Belgique. Il y a maintenant plus de 300 personnes qui sont en burn-out, des thérapeutes, aussi des étudiants qui font un petit peu de recherche sur le burn-out, des médecins. Et on se remonte le moral, on se donne des conseils, on échange des bonnes adresses de thérapeutes à proximité de chez nous. Donc c'est une manière de sortir de son isolement et de voir que vous n'êtes pas seul à vivre ça au quotidien. Je pense qu'on va en effet aborder maintenant la partie accompagnement et j'allais te demander, Brieux, mais tu peux rebondir,
les étapes clés pour s'en sortir, peut-être de structurer évidemment les différentes étapes par lesquelles on va passer. Alors oui, la première chose, effectivement, c'est la première étape, c'est d'accepter de s'arrêter. Hein, vous l'avez bien dit. Ben, il faut du temps pour accepter qu'il faut s'arrêter. Et parfois, certaines personnes ont besoin de réessayer et de vérifier plusieurs fois qu'en fait, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que le corps ne délivre plus l'énergie nécessaire parce qu'il ne l'a plus. Hein, la pile, elle est plate. C'est comme si vous étiez avec votre GSM, il n'y a plus de batterie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, appuyer sur toutes les touches, même les appels d'urgence, ça ne va pas le faire. Hein. Il n'y a plus d'énergie. Et en même temps, vous ne savez pas vous arrêter. C'est comme si, à l'intérieur, ça continue de vouloir y aller, continue de vouloir travailler, de bouger, de faire des choses, et en même temps, il n'y a plus d'énergie. La première étape va donc être accepter de s'arrêter. Et c'est loin d'être facile. La deuxième étape, ça va être cette histoire de culpabilité. Et ça, je suis désolé, il n'y a pas de truc magique pour l'enlever. C'est quelque chose avec lequel vous allez devoir vous frotter, et ça va durer longtemps. Et c'est pas facile, et effectivement, si on peut le partager avec d'autres et voir qu'on n'est pas seul dans l'aventure, ça peut faire du bien. Alors si on est trop crevé pour bouger de chez soi, ben, effectivement, on peut se connecter à Facebook, aller rejoindre le groupe et se sentir déjà soutenu. Mais à un moment, ça va être intéressant d'aller rencontrer, je vais dire physiquement, d'être soutenu par un groupe, par une équipe, par des personnes qui, comme vous, traversent la même chose. Personnellement, avec PRH, on propose des groupes d'accompagnement. Ça, j'y reviendrai après. Donc, première étape, s'arrêter. Deuxième étape, ça va être quelque part accepter cette culpabilité, voilà, qui est un passage obligé, mais ce n'est pas une étape, je veux dire, la plus importante. C'est une fois que j'accepte de m'arrêter, c'est de commencer à mettre en œuvre ce qui va me recharger. Et souvent, à ce moment-là, on est tellement à plat qu'effectivement, comme a dit Anne, on a très peu d'énergie. Hein, j'avais une dame, elle disait, mais je lui posais la question, mais qu'est-ce qui a l'air de vous faire du bien ? Qu'est-ce qui vous recharge votre batterie ? Souvent, quand je pose cette question, c'est un grand silence. Ces personnes ne savent plus ce qui leur fait du bien. Je ne sais plus. Alors, je pose des questions, je dis, mais tiens, une journée à la mer ? Ah oui, ça j'adore. Puis tout de suite, elle a dit, ah non. Ah non, moi, rien que monter dans ma voiture, aller faire la route, non, c'est pas possible. Alors, elle avait partagé ça dans le groupe. La fois d'après, la deuxième rencontre, j'ai dit, alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Elle a dit, je suis toute contente, j'ai trouvé un truc. J'ai mis ma chaise devant ma fenêtre, j'ai sorti ma petite cabane à oiseaux, là, c'était au début du printemps, j'ai mis des graines. Et tous les matins, je m'assieds sur ma chaise. Alors, elle me disait, mais rigolez pas, hein. Et je regarde les oiseaux. Je dis, mais c'est génial. Elle a trouvé quelque chose qui lui faisait du bien, c'est-à-dire qui rechargeait son flux d'énergie et qui lui coûtait un minimum d'énergie. Elle dit, mais ça c'est ce que je pouvais faire. Je dis, mais c'est super. Ça va être l'apprentissage le plus important. D'apprendre à sentir, pas à savoir, mais à sentir qu'est-ce qui me charge, qu'est-ce qui me décharge. Parce que les deux expériences vont être importantes. Parce que jusque-là, il ne sentait ni l'un ni l'autre. J'ai un monsieur comme ça, il était revenu aussi, il avait dit, moi j'ai été au cinéma. Il y a des années que j'avais plus été au cinéma. Ça m'avait fait un bien fou. Il était avec sa copine, et sa copine lui dit, chouette, tu vas mieux, on va aller au restaurant. Il a un peu hésité, mais pour lui faire plaisir, ça c'est son fonctionnement, toujours faire plaisir aux autres, il a dit, on y va. Et là, le restaurant, c'était la cata. Trop chaud, trop de monde, fallu attendre trop longtemps, et là, il était à plat. Mais je dis, mais ça c'est super. C'était une expérience enrichissante parce qu'il a senti et l'un et l'autre. Et il a pu dire, mais dans l'ensemble, la soirée, j'ai quand même gagné un petit quelque chose, j'ai quand même mis quelques gouttes dans mon fût. Ça va être l'apprentissage premier, le plus important. Expérimenter et pouvoir partager avec d'autres, au travers de Facebook, au travers des groupes d'accompagnement, qu'est-ce qui a l'air de me faire du bien et de me charger. Et d'entendre ce qui fait du bien à d'autres, ça peut donner des idées. En même temps, ce qui va charger l'un ne rechargera pas l'autre parce qu'on est toutes et tous différents, avec des besoins différents. Et il y a une chose importante, c'est, comme a dit Anne, il faut se reposer, mais en même temps, ces personnes-là ne savent pas s'arrêter. Donc rester chez eux, c'est impossible. Je vois souvent quand le flux d'énergie remonte, très vite, qu'est-ce qui se passe ? Madame refait la déco, rattaque tout le repassage qui est en retard, elle retourne toute la maison, monsieur va couper le bois, faire l'abri de jardin, réparer à gauche, à droite. Ils sont repartis dans le même fonctionnement. Et donc, on va essayer de canaliser ce fonctionnement vers une activité qui fait du bien. Souvent, le contact avec la nature, aller marcher, nager, faire un peu de sport.
Mais parfois, il y en a qui reviennent, ils boitent, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai une tendinite depuis 3 semaines. Ah bon, pourquoi? Ah, j'ai été courir, mais au chrono. Hein. Et c'était reparti, même fonctionnement. Et en même temps, c'est une bonne expérience, ça aussi. Pouvoir vérifier, ok, j'en ai de nouveau fait trop. Donc cet apprentissage-là, il est essentiel. Une bonne expérience tant que tu es là. Ah, puis tant Et que qu'ils sont et que tu accompagnés. remets- Ah oui, bien c'est sûr, ça, hein. il faut Parce être que si on est tout seul. À partir du moment où quelqu'un se dit, ça y est, j'en suis sorti, et c'est là, et Voilà. on avait eu des témoignages comme ça, qu'on redescend encore plus bas qu'on était Exactement. descendu. Hein. Et c'est ça la troisième étape, ça va être d'apprendre à distinguer qui je suis de comment je fonctionne. Parce que ces personnes, elles se sont assimilées à leur manière de fonctionner, qui est d'en faire trop, d'en demander toujours plus, de toujours aller plus loin. Bien sûr, cet enthousiasme, cet élan, c'est l'envie de bien faire. Il faut distinguer ça de qui ils sont, de comment ils fonctionnent. Et là, ça nécessite d'être accompagné, d'être soutenu, accompagné pour ce changement-là. Il y a toute une approche, une pédagogie qui est possible pour changer le mode de fonctionnement. Parce qu'effectivement, si on ne change pas le mode de fonctionnement, la personne va reprendre son boulot parce qu'elle a rempli son flux d'énergie, le barrage est de nouveau bien là, mais elle va repartir de la même manière. Où j'avais une jeune femme, là, elle arrivait en burn-out, elle dit « mais je ne comprends pas, j'ai déjà changé 4 fois de travail en 1 an et demi. J'ai toujours cru que c'était mon travail qui posait problème. » Mais non, c'est sa manière de fonctionner. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir un burn-out parental, on parle de ça. Parce qu'on va dire, oui, mais là, il n'y a pas d'employeur, il n'y a personne qui met la pression, mais c'est la manière dont la personne fonctionne. J'ai vu pas longtemps une personne travaille à mi-temps. Il est investi dans 5 ASBL. Son épouse est malade, longue durée chronique. Il s'occupe du coup de tout à la maison. Il est dans le même fonctionnement. Et c'est ce fonctionnement qui est en fait une des problématiques. Alors, il y a le fonctionnement, le mode de société, l'organisation au travail ou à la maison. On met la conjonction de tout ça. On arrive à ce taux de stress, le barrage qui lâche, et on y est. Oui. Je voudrais dire un petit mot pour madame qui a parlé là tout à l'heure, parce que j'ai bien entendu que vous avez parlé de solitude et de la difficulté de vivre ça quand on vit seul. Et ça m'a fait penser à un jeune homme que j'ai vu hier en consultation, qui est en burn-out aussi, en arrêt de travail depuis 1 an, et qui, lui, vit en couple. Et c'est pas forcément facile de vivre ça en couple non plus, parce que le conjoint, c'est très difficile pour le conjoint. Le conjoint, il a vécu pendant des années son compagnon ou sa compagne qui était stressé, qui était irritable, qui dépassait ses limites sans arrêt et donc qui n'était pas très facile à vivre. Et depuis 1 an qu'il est en congé, et ben voilà, l'élastique a cassé, le barrage a cédé, et c'était, comme disait Brieux-Denis, quelqu'un qui n'est plus à même de vivre bien une simple sortie au restaurant ou quelque chose comme ça. Ça crée de la frustration, éventuellement de l'agressivité chez le conjoint. Donc voilà, le fait d'être seul est émotionnellement peut-être un peu difficile à certains moments, mais est aussi un avantage à d'autres moments. Ça vous permet de prendre contact avec éventuellement un groupe ou des amis proches quand vous vous en sentez capable et de bien rentrer chez vous dans votre tanière pour vous reposer dans la tranquillité à votre rythme, sans personne que ça dérange et sans personne pour vous dire « mais enfin, secoue-toi un peu ». On vous le dit quand même, ah oui, d'accord. Oh là là, d'accord. Mais en tout cas, être seul chez soi, c'est aussi une ressource. Il faut penser à ça. Ça peut. Oui, ça peut. Moi, j'aimerais revenir peut-être sur l'aspect des signes annonciateurs avant un burn-out. Je vais te le demander. Parce que, alors moi, Dominique, j'ai trouvé super intéressant parce que j'ai lu beaucoup de choses sur le burn-out, y compris quelques études médicales accessibles à mon niveau. Et j'ai encore appris des choses aujourd'hui avec ce delta cortisol DHEA. C'est la première fois que j'entends ça. Donc, je vois qu'il y a que les médecins cherchent de nouveaux tests pour mesurer. Mais ça, c'est les gens qui arrivent déjà chez toi ou chez Brieux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent qu'ils se sentent fatigués. On est au retour des vacances d'été, on doit tenir à plein régime jusqu'à Noël. Mais un certain nombre des gens parmi nous vont avoir du mal à tenir et risquent de craquer maintenant pendant l'automne. Alors je voudrais, à
attirer l'attention sur les 3 symptômes qui, pour moi, sont les plus importants sur lesquels on doit s'inquiéter. Donc Brieux a d'abord dit qui est le groupe cible. Si vous êtes quelqu'un de dynamique et enthousiaste, dites-vous que vous êtes à risque. Parce qu'on pense toujours que c'est que pour les autres, le burn-out. Non, vous êtes le groupe à risque. Si vous êtes dans le groupe à risque, moi j'aime parler de 3 symptômes. Les médecins en ont répertorié presque 200, j'ai entendu. Mais à la fin, parmi les 200, on ne sait plus très bien si on a un symptôme ou pas. Alors moi, j'essaie de faire retenir 3 choses. Si vous avez mal physiquement quelque part, ça peut être le résultat de ces hormones de stress qui sont depuis trop longtemps à des niveaux élevés dans le corps, et le corps s'adapte et va commencer à râler. Et donc vous commencez à avoir souvent mal à la tête ou bien mal à la nuque, au dos. Moi, par exemple, j'avais pendant 18 mois avant mon burn-out, j'avais mal dans le bras. Et mon ostéopathe me disait, c'est ton corps qui parle, tu en fais trop. Moi, je me suis dit, ça n'a pas marché, j'ai toujours mal au bras. Je ne vais plus chez l'ostéopathe et je vis avec mon mal de bras. Mais donc, j'ai laissé s'installer une douleur sans faire attention. Alors, ça peut être mal au bras, mal au dos, les problèmes d'estomac, d'intestin, des allergies, de l'eczéma. Le corps commence, avec ces hormones de stress qui restent à haut niveau, commence à s'adapter. Si vous avez mal quelque part, ce n'est pas normal. Il faut se demander si c'est le stress. 2, avec toutes ces hormones de stress qui sont dans l'organisme, et tous ces soucis, et cette course, et que je dois encore faire tout ça demain, on commence à mal dormir. C'est catastrophique. Quelqu'un qui dort mal, le lendemain matin, il n'a pas beaucoup d'énergie. Mais comme on est dans une société qui veut qu'on fasse 1000 choses, on fait quand même 1000 choses, mais on n'avait pas beaucoup d'énergie, donc on continue à s'épuiser. Donc, 2e symptôme, si vous dormez mal, c'est grave, il faut absolument essayer d'entreprendre quelque chose pour améliorer votre sommeil. 3e chose qui s'installe quand on va encore plus loin vers le burn-out, c'est les changements d'humeur. Tout ce qui est irritabilité, on pleure facilement, on n'a plus tellement d'émotions, on trouve que nos clients ou nos élèves ou nos patients sont quand même très difficiles. On n'a plus tellement envie de parler aux collègues, on s'isole un petit peu. Tout ça, ce sont des choses qui vous rapprochent très gravement du barrage qui peut céder. Donc je l'ai dit, 18 mois, j'ai eu mal au bras. 1 an avant mon burn-out, j'ai commencé à me réveiller souvent à 4 heures du matin. Et le mois avant que mon barrage ne cède, j'ai commencé à trouver mes clients vraiment très embêtants. Mais personne ne m'avait dit que 1, 2, 3, ces 3 choses-là sont vraiment les choses qui se mettent en place chez tout le monde avant qu'on craque. Donc s'il y a des signes annonciateurs que vous repérez chez vous, c'est le moment de bien écouter la suite du débat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire marche arrière? Bon, je ne vais pas passer chez l'un, chez l'autre pour dire où vous en êtes, parce que... Oui, vas-y. Oui. Voilà, moi je voulais apporter un éclairage par rapport à ça. Les signes que Anne donne sont très justes, mais il y a quelque chose qui rend le diagnostic assez difficile, c'est que chez chacun, ça va marquer différemment dans le corps. Donc, parce qu'on a tous un corps qui est en fait différent, même si chez tous les êtres humains, ce corps est fait exactement la même chose, en même temps, il suffit de se regarder dans la salle, il n'y en a pas 2 pareils. On n'a pas tous le même poids, on n'a pas tous la même taille, on n'a pas tous la même force physique, la même souplesse. Il y a des gens, peut-être, ils peuvent faire un grand écart là tout de suite. Moi, si je fais ça, c'est une catastrophe, je vais tout déchirer. Et même en m'entraînant, je ne suis pas sûr que j'y arriverai. Comme on l'a dit, on a chacun un chronotype particulier. Il y a des gens qui, pour recharger leur batterie, et je vais faire l'image d'une petite pile, puisqu'on parle d'énergie, d'épuisement, voilà. Dans notre GSM, on a une pile, c'est ça qui fournit l'énergie. Nous, notre pile, c'est notre corps. Donc notre corps, c'est notre fournisseur d'énergie. Ce corps, c'est qu'en fait, comme une pile rechargeable, vous savez, vous achetez certaines marques de piles, il est marqué sur la notice le nombre d'heures de charge pour qu'elle soit optimale. Chez nous, c'est un peu pareil. Il y a des gens avec 4-5 heures de sommeil, ça suffit. Il paraît qu'Emmanuel Macron, c'est sa situation. Napoléon, dans le temps, il était comme ça aussi, dit-on. Mais chez d'autres, ça va nécessiter 6 à 8 heures de sommeil. Et puis d'autres encore vont avoir besoin de 10-12 heures de sommeil. Et ça, il n'y a personne qui a choisi. On reçoit un corps au départ, personne ne choisit son corps, et quelque part, il y a ce type de corps qu'on a, le nombre d'heures de sommeil, c'est intégré à l'intérieur. Il y a ceux qui sont du matin, du soir, comme on a dit. Il y a des gens, entre autres, par exemple, ils vont pouvoir tout à fait travailler la nuit et dormir le jour, et d'autres pour lesquels ce sera impossible. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, leur corps ne peut pas.
Ce corps est donc très spécifique à chacun. En plus, il évolue dans le temps. La capacité de recharge, elle évolue. Quand vous aviez 20 ans, vous pouviez faire une journée de travail, une nuit blanche, et le lendemain, aller travailler, et le soir, aller boire un verre avec les copains pour raconter ce qu'on avait fait la veille. Ça le faisait. Une bonne nuit, et la pile était rechargée. 40 ans, la nuit blanche devient un peu compliqué. À 60 ans, on va oublier. Et regardez les personnes âgées, vous avez beau les mettre dans le chargeur, c'est-à-dire au lit ou au fauteuil pendant des heures, le lendemain, ils vont pas plus vite. Ah, mais on rigole, mais c'est une réalité. Ça veut dire que notre corps, c'est comme une pile rechargeable. Plus on l'utilise, plus il faut le charger souvent, mais sa capacité de charge, elle diminue. Et chez chacun, c'est différent parce qu'on n'a pas exactement le même corps. Une donnée importante. Une deuxième, notre corps, on peut donner une autre image, c'est un peu comme, je vais dire, un réservoir de voiture. Vous savez que votre voiture, à un moment, il y a un petit voyant lumineux qui s'allume pour annoncer qu'on arrive sur la réserve. Eh bien, c'est ce que va faire notre corps. Sauf qu'il n'y a pas un voyant lumineux sur l'avant-bras ou une diode. Il va donc faire comment pour nous prévenir qu'on arrive sur la réserve? Eh bien, il va nous envoyer des symptômes, donc des signaux physiques. Anne l'a très bien dit. Avant ces signaux physiques, il y a une multitude de signaux psychologiques. Mes capacités d'écoute vont diminuer, ma bienveillance va diminuer, ma générosité va diminuer. Et puis, ça va être de l'irritabilité, comme Anne l'a très bien décrit. Et puis, quand ça continue, le niveau continue de diminuer, et qu'on continue de descendre et descendre, parce que la pile est en train de s'épuiser, parce que ces gens-là, je vous l'ai dit, ils dépensent beaucoup d'énergie à l'extérieur. Ils sont passionnés, enthousiastes, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Du coup, s'il y a tout le temps où on donne, il y a peu pour remplir. Donc, quand ça diminue, à un moment, on arrive là, et le corps envoie des symptômes. Lesquels? C'est différent pour chacun. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même corps. Et où est-ce que ça va marquer? Où est-ce que ça veut venir clignoter? Là où notre corps est le plus fragile. Qu'est-ce qui le définit? La génétique de nos histoires familiales. On sait tous, il y a des familles où c'est des problèmes asthmatiques de père en fils ou des problèmes d'allergie de père en fils. Donc où est-ce que ça va se mettre à clignoter? Là où mon corps est le plus fragile, ça peut être, alors on l'a entendu, une douleur à l'épaule, ça peut être des diarrhées, ça peut être un infarctus, ça peut être des douleurs articulaires. Donc ça peut être n'importe où. Vous comprenez du coup que le diagnostic, il n'est pas facile à faire à certains moments. Potentiellement, n'importe quel symptôme peut être un signal d'alarme. En même temps, chaque fois que j'ai mal à la tête, ce n'est pas un burn-out. Donc, il y a un ensemble de symptômes à repérer, mais c'est pour ça que ça va marquer chez chacun un endroit différent. Et Anne, je suis très content, elle a repéré son voyant lumineux, c'est son épaule. Si aujourd'hui, elle en fait de nouveau trop, je suis sûr que son épaule va de nouveau la faire travailler. Alors, c'est intéressant, voilà. C'est intéressant quand on a repéré le voyant. Parce que alors, du coup, dès qu'on le sent, on sait « Ah, je suis là, j'arrive sur la réserve ». J'ai donc tout intérêt à limiter mes sorties et surtout à augmenter les entrées, puisque c'est ça qui va faire remonter le niveau. Et pour juste terminer, le burn-out, vous avez bien compris, c'est quoi? C'est la panne sèche. C'est quand je suis tout en bas et qu'il n'y a plus de jus. Alors une manière simpliste de traduire burn-out, c'est burn, j'ai brûlé, out, dehors, j'ai brûlé dehors, toutes mes énergies. J'ai tout dépensé. Il ne faut pas avoir fait maths sup pour comprendre que si je dépense trop et que je ne gagne pas assez, à un moment, il n'y a plus de jus. Super. C'est bien. Vous êtes bien complémentaires l'un et l'autre. Avant de passer avec toi, Dominique, sur les traitements, on va dire. Ah oui, mais je voudrais rajouter. Ah, tu voudrais? Oui. Oui. Après, j'espère Mais qu'il y aura des questions, tu vois, avant de parler des traitements en soi. Je voulais dire à propos des symptômes d'alarme, des symptômes de gravité du stress. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas toujours parce que c'est pas si évident. Le burn-out, c'est une maladie des surrénales. C'est vraiment la faillite du système surrénal, qui est notre système qui nous donne notre énergie avec le cortisol. Mais il faut savoir aussi que c'est la faillite d'autres hormones aussi. Et donc, quelqu'un qui se met à rajouter du sel sur ses aliments, alors qu'il ne le faisait pas avant. À rajouter du sel, c'est jamais assez salé. C'est bizarre. Ça, c'est un manque d'aldostérone. Et ça peut faire partie du tableau du burn-out. Donc ça, c'est le genre de symptôme qui est inquiétant. Quelqu'un dont la libido ne va pas bien. Bon, ça peut arriver aussi dans la dépression, évidemment, mais ça arrive de manière caractéristique
dans le burn-out aussi, parce que les hormones sexuelles se mettent à dégringoler. Et vous savez sans doute que chez les hommes comme chez les femmes, l'hormone de la libido, c'est la testostérone. Nous, les femmes, nous produisons aussi de la testostérone avec nos surrénales, justement, et donc cette fonction-là aussi est abîmée dans cette pathologie. Voilà. Oui, donc autant pour les femmes que pour les hommes. Et je voulais, à propos du schéma que Brieux a fait, et de la manière de récupérer son énergie, insister sur l'histoire du chronotype et de savoir si nous sommes couche tôt ou couche tard. Et pour savoir ça, il y a un test qui s'appelle le test de Horne, H-O-R-N-E, que vous pouvez trouver sur Internet. C'est le test du chronotype. Ça se fait en 15 ou 20 questions, je ne sais plus. Mais on vous pose des questions très pratiques qui vous montrent si vraiment vous êtes une personne qui est en énergie, je dirais, le matin ou le soir. Est-ce que vous êtes du matin? Est-ce que vous êtes du soir? Ou du milieu? Ou adaptable? Mais c'est important de savoir ça au sujet de soi-même pour se reposer évidemment dans ces heures-là. Si mes heures à moi sont 10 heures du soir, 6 heures du matin, ben je ne vais pas récupérer si je vais me coucher à 1 heure du matin ou à minuit, généralement, parce que même si je dors un nombre d'heures suffisant, je ne vais pas bien récupérer parce que c'est dans les 3 premières heures de sommeil que je fabrique mon hormone de croissance. Les 3 premières heures qui sont mes heures à moi. Donc si je veux suivre mon conjoint qui, lui, est content d'aller se coucher à 1 heure du matin, ça ne va pas aller. J'ai zappé mes 3 premières heures de sommeil à moi et du coup, c'est raté pour l'hormone de croissance qui ne sert pas seulement à grandir, on a tous fini de grandir à peu près ici, mais qui sert à stocker les choses dans la mémoire, qui sert à réparer les tissus blessés, comme les tendinites qui arrivent souvent dans cette pathologie, à réparer toute une série de choses, à produire des protéines. Enfin, l'hormone de croissance a énormément de fonctions, dont celle de la régulation du poids. Donc, importance des 3 premières heures de sommeil quand on veut récupérer dans nos heures. Bien, mais merci, moi j'en apprends des choses. Le test de Horde, je ne connaissais absolument pas non plus. Non, je ne connaissais absolument pas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à toute cette matière, hein? Voilà, je pense qu'on prend son temps pour une d'abord ici, puis on vient chez vous. Bonjour, Paul Denis. Je suis conseiller en prévention. Et donc, je ne sais pas si ça fait partie du débat, mais j'aurais peut-être voulu m'orienter un petit peu sur l'aspect sociétal du burn-out. Que peut faire un employeur, que peut faire un manager par rapport à des personnes qui sont des candidats à risque? Très bonne question. Ah oui, C'est bien de s'en soucier en plus. Excellente question. Alors, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. La première, comme vous dites, c'est repérer le profil à risque dans l'entreprise. Et il y a un intérêt, évidemment, pour la personne à risque comme pour l'employeur, puisque ce sont des gens passionnés, engagés, donc c'est des gens qui donnent dans l'entreprise, souvent qui sont assez leaders. Et si on les laisse s'épuiser, tout le monde dans l'entreprise va perdre quelque chose. Et la personne qui s'épuise, la première, évidemment. Et donc, 1, repérer le profil à risque. 2, aborder ces personnes pour essayer de les sensibiliser sur leur manière de fonctionner. Et là, il y a vraiment un accompagnement qui peut être fait auprès des managers pour les aider à distinguer qui est la personne de comment elle fonctionne. Parce que le bras de levier va être là. Reconnaître qui elle est plutôt que ce qu'elle fait. Parce que si on reconnaît ce qu'elle fait, vous accélérez ce processus. Et on est tous un peu déformés par ça. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. On est toutes et tous allés à l'école. Et quand on a été à l'école, il y a toujours eu quelqu'un d'extrêmement bien intentionné qui, avec son bic rouge, est venu pointer ce qui dysfonctionne et ce qui ne va pas. Ça partait d'une bonne intention. Ça dure des années. Et puis après, les petits commentaires, a été distraite en classe, etc., parle trop avec sa voisine, on arrive avec des chiffres. Et on peut revenir à la maison, évidemment, avec, effectivement, un 3 sur 10, on ne veut pas être trop catastrophique. Qu'est-ce que veut dire ce 3 sur 10 ? Il y a quelque chose que j'ai fait qui n'est pas optimal. Okay ? L'enfant qui revient avec ce 3 sur 10, on juge ce qu'il a fait.
mais on ne regarde absolument pas ce qu'il a mis en œuvre, de qui il est. Il a peut-être fait preuve de courage, de patience, de persévérance, de minutie, d'attention. Et ça, tout le monde s'en fout. C'est dramatique. Parce que qu'est-ce qu'on apprend? Ma valeur n'est que au travers de ce que je fais. Et absolument pas qui je suis. Et alors on mélange tout. Le résultat, ça va être, si je veux être quelqu'un de bien, être reconnu, ce dont on a tous soif, il va donc falloir quoi? Mais que j'en fasse plus. Et encore plus. Et après, on les retrouve ici. À en faire toujours trop. En recherchant quoi là derrière? Le feedback positif. Parce que qu'est-ce qui fait que ce fonctionnement marche très bien des années? C'est parce qu'en faisant ça, j'ai un retour très positif. Je suis valorisé, je suis reconnu, je suis encouragé. Oh, c'est bien ce que tu as fait, continue. Au départ, ça fait plaisir à papa, maman, au prof, que sais-je. Mais alors, on est pris dans cet engrenage. Pendant des années, mon corps peut assumer cette dépense d'énergie parce qu'il y a un retour. Mais avec le temps, les gens s'habituent. Habituent que je dise toujours oui, que je prends tout en charge. Et donc, l'air de rien, le feedback, il va s'effriter. Et c'est imperceptible. Le retour ne venant plus, la réaction de ces gens-là, se dire « Oh là là, je me sens pas très bien, je suis un peu nul », comme on a toujours fait avec eux depuis toujours. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En faire plus. Et c'est là que le barrage craque. Parce qu'il n'y a plus de retour. Donc là, il y a un travail d'accompagnement pour les aider à distinguer qui ils sont, de comment ils fonctionnent. Et ça, on peut former les managers à ça, c'est pas compliqué. Si on l'avait appris ça à l'école primaire, on serait tous des champions là-dedans. Et l'école pour laquelle je travaille, PRH, mais elle n'aurait pas besoin d'exister. Parce que nous, c'est ce qu'on fait. Notre fer de lance, c'est vous aider à distinguer qui vous êtes de comment vous fonctionnez. Et ça, on peut l'apprendre aux managers, on peut accompagner les personnes dans les entreprises. On vient en entreprise pour faire ça, et c'est essentiel. Et les conseillers en prévention, s'ils apprennent ça, ils ont un truc et une action possible. Voilà. Je ne vais pas aller plus, mais... Merci Prieux. Moi, je voudrais rebondir. Évidemment, je suis absolument d'accord avec ce que le docteur Brieux-Denis dit. Je voudrais aussi soulever qu'il y a quand même quelque chose qui a changé dans nos entreprises et que c'est pas sans raison, c'est pas par hasard qu'on a beaucoup plus de burn-out qu'avant. Donc il se passe quelque chose. Alors je vais vraiment synthétiser parce qu'on a encore sûrement beaucoup de thèmes qu'on veut aborder. Qu'est-ce qui a changé? Il y a une vingtaine d'années, l'arrivée des ordinateurs et d'Internet et des emails. D'accord? Je me souviens qu'il y a 20 ans, dans mon premier job, j'avais 3 fax par jour à traiter et c'était mon travail de la journée. Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent devant un ordinateur ont plusieurs centaines d'emails à traiter par jour. On comprend donc bien qu'il faut aller 2 fois plus vite parce qu'il faut traiter toute cette information. Ce qui a changé également, c'est qu'il y a une dizaine d'années, 10 ans même précisément, il y a eu l'arrivée des smartphones. J'aime bien poser la question, qui peut lever la main qui n'a pas de smartphone dans cette salle? Oh, waouh! Quand même 6 personnes, si je vois bien, 6 ou 7. Magnifique, il y a des salles parfois où il n'y a personne qui lève la main, en entreprise, souvent tout le monde a un smartphone. Alors au début c'était super, moi quand j'ai reçu le mien en 2007, j'étais vraiment fière parce que j'étais manager et mon employeur m'a donné mon premier smartphone et il a mis mes emails professionnels dessus et ça je trouvais vraiment une marque de reconnaissance. Oui. J'étais quelqu'un d'important, oui. Magnifique. 10 ans plus tard, j'ai rien contre les smartphones à la condition qu'on les utilise bien, c'est-à-dire qu'on fasse des heures blanches, c'est-à-dire des heures sans temps d'écran. Surtout avec les smartphones, pour ceux qui ont leurs emails professionnels dessus, interdiction de les regarder avant d'arriver au bureau et après l'avoir quitté, sauf exception. Mais ça fonctionne comme de la drogue sur nous, c'est-à-dire que quand ce smartphone traîne dans la cuisine, chaque fois qu'on passe devant, toutes les 10 minutes, on va voir s'il n'y a pas un truc sur Facebook, on va voir nos emails privés, professionnels. Ça part pas d'une mauvaise intention, mais il n'y a plus tellement de frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc ça a changé. Alors les employeurs, ils peuvent agir là-dessus et aussi sur le fait que certainement aussi, depuis 2008 et la crise bancaire, les entreprises ont moins de moyens financiers et donc ont décidé de réduire leurs coûts parce que les banques n'allaient pas leur prêter aussi facilement. Et ils ont commencé à rationaliser énormément les modes de production et de fonctionnement. C'est vrai dans les entreprises, mais c'est vrai dans les pouvoirs publics aussi, où on remplace un fonctionnaire sur 3. C'est vrai dans les hôpitaux. On a encore vu le documentaire Burning Out récemment qui est passé
à la RTBF et sur Arte. Dans les hôpitaux, c'est dramatique aussi. Donc ça met une forte pression sur les gens. Alors quand on est employeur, je pense qu'on peut réfléchir à comment ne pas faire craquer ces gens-là. Parce que les identifier et les protéger, c'est bien. Mais de manière générale, il faut quand même se rendre compte que s'il y avait peut-être 5% de gens qui faisaient des burn-out il y a 10 ans, aujourd'hui, on parle de 10, 20%. Et où est-ce que ça va s'arrêter? Pour moi, ça veut dire qu'on est pris à telle vitesse dans notre propre machine qu'on a mis nous-mêmes en place plein d'enthousiasme avec toutes nos activités privées, professionnelles, un grain de sable et bam! Il faut plus grand-chose pour que les gens craquent aujourd'hui. Donc l'employeur, il peut aider tous ses employés à ramener du calme sur leur barrage, en leur donnant des consignes sur les emails, par exemple, en leur donnant des petits trucs. Le professeur Corten, par exemple, qui a créé la clinique du stress de Bruckmann, il y a 15 ans, il dit, moi, je demande que tous les employés fassent une pause sérieuse de 5 à 10 minutes dans la cuisine, la cafétéria, pour ramener les hormones du stress au calme. Pas aller vite chercher un café, retourner travailler, manger son sandwich. Non, aller là et rester 5 à 10 minutes pour ramener du calme. C'est tous des petits conseils qui, si on les met bout à bout, peuvent aider. Après, je repasse le micro, mais on voit une perte de sens et de reconnaissance chez les gens. Pourquoi il y a une perte de sens? Quand l'employeur dit que tout est urgent tout le temps, et qui change les priorités en cours de route, on ne sait plus pourquoi on fait son travail. Donc il faut réapprendre la direction vers le personnel, que ça se fait, on a un plan d'action et on le réalise. Et normalement, on ne le change pas toutes les 6 semaines avec « arrête ce que tu fais », qui vous coûtait déjà tant d'énergie, parce que maintenant on va faire autre chose. Ça, les gens, ça n'a plus de sens, ça. Et donc oui, l'employeur, je pense qu'il peut réfléchir aussi à permettre à ses employés de garder le sens. La reconnaissance aussi, un gros problème dans le burn-out, on n'a pas eu assez de reconnaissance. Dire merci, dire ton travail, c'est bien. C'est à l'employeur et au manager de le faire. Et ça va aider les gens à risque à se sentir reconnus et à continuer. Ça va leur donner de l'énergie. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau de l'individu, mais aussi au niveau de la réflexion du management. Intéressant, tout ça. Je vais peut-être donner la parole, tu veux bien, Brieux, à une dame qui voulait poser une question. Parce que c'est sûr qu'on est en plein... Ah, il y en a eu... Oui, madame avait levé son doigt. Ah, vous n'avez plus de questions? Oui. L'employeur, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, dans mon cas, j'ai une collègue qui rentre exceptionnellement bien dans vos caractéristiques. Et donc, on a très peur pour elle. On n'arrête pas de discuter entre nous pour voir ce qu'on peut faire pour l'aider. Donc, monsieur a donné quelques pistes. Voilà, c'est un peu compliqué parce que j'essaye, à titre personnel, de la sensibiliser à ça. Le mot burn-out sort presque tous les jours dans l'entreprise. Mais la personne n'est pas réactive, elle ne se sent pas concernée. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Et on en discute, on n'a pas trop de clés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle ne tombe pas là-dedans, quoi? C'est bien déjà d'être sensibilisé en tant que collègue. Je trouve que c'est une vraie reconnaissance, quoi. Vraiment, bravo. Effectivement, c'est compliqué parce que, comme vous le sentez bien, la personne, elle ne le voit pas venir. Et donc, être préventif est difficile, je vais dire, de manière ponctuelle sur une personne. On peut lui en parler, aller vers elle, le lui dire, la sensibiliser, lui faire voir une vidéo qui présente, qui explique ce que c'est. Mais souvent, ils disent pourquoi tu me demandes ça? Parce que quelque part, oui, je suis un peu fatigué, c'est vrai que je travaille beaucoup, mais eux, ça a toujours été leur mode de fonctionnement. Donc, ils ne voient pas en quoi il y a quelque chose qui a changé. J'ai toujours fait comme ça, donc tant qu'ils n'ont pas quelque part eu la rupture du barrage, certaines personnes ne vont pas pouvoir s'arrêter avant. Là où on peut travailler avec l'entreprise, c'est vraiment, comme disait Anne, sur une réflexion managériale d'ensemble, sur une hygiène des communications et sur vraiment prendre soin du potentiel humain de l'entreprise. Je ne parle pas des DRH qui gèrent les budgets, les congés, non, je parle de gérer le potentiel humain, c'est-à-dire de reconnaître quelles sont les compétences des uns, comment ils peuvent travailler en complémentarité et valider ça, mais au sein d'une réflexion globale de l'entreprise. Là, on va être dans la vraie prévention. Ça doit s'inscrire dans la durée, il faut qu'il y ait vraiment une volonté managériale. Alors, de plus en plus d'entreprises y arrivent, mais malheureusement, ça n'est pas encore la réalité. Sylvie disait en début d'émission, le burn-out est reconnu comme une maladie en Belgique,
seulement depuis septembre 2014. Qu'est-ce que ça change? Alors que c'est connu depuis fin des années 60, début des années 70. Ce que ça change, c'est que maintenant, il y a une obligation légale de l'employeur de veiller au bien-être du travailleur. Certaines entreprises n'ont pas attendu ça pour le mettre en place, mais maintenant, c'est une obligation légale. Donc, il y a des conseillers en prévention qui apparaissent, et c'est très bien, c'est nécessaire. Mais vous vous rendez bien compte, moi j'entendais un travailleur qui me disait « Ah oui, ils ont fait des choses au niveau de l'entreprise, et ils ont mis une machine à soda dans la cafétéria. » Oui, au secours. Hein, ça va être dramatique en termes de santé par rapport au sucre et tout le reste. Et puis surtout, ça ne va rien résoudre à la problématique du burn-out. Donc vous comprenez bien, ça va mettre probablement 40 ans avant que les moyens mis en œuvre soient réellement efficaces. Et là, il y a toute une pédagogie, il y a toute une éducation qui doit se mettre en place pour cette hygiène des mails, cette hygiène des coups de fil et un apprentissage. Mais il y a un travail fabuleux à faire avec ces entreprises. Mais il faut une volonté, un engagement de toute l'entreprise. Et ça va se faire petit à petit. Mais c'est d'abord un travail sur soi qu'il faut faire, hein, avant d'attendre que l'entreprise mette en place quelque chose. Oui. Peut-être qu'on peut aider madame avec ses collègues en utilisant la théorie des petites cuillères. Alors, je vous l'explique. Ah oui. J'ai beaucoup de petites cuillères. Voilà. Vous pouvez dire à votre collègue qu'une personne... Oui, je veux bien, merci. Une personne en bonne santé, le matin, elle se lève, elle a 50 petites cuillères à sa disposition. Elle va les utiliser, disons que c'est des petites cuillères d'énergie, elle va les utiliser 1, 2, 3 pour chaque action qu'elle va faire pendant la journée. Le soir, elle a une journée bien remplie, elle a plus de petites cuillères, elle a une bonne nuit de sommeil, elle se réveille, elle a 50 petites cuillères. Alors vraisemblablement, de ce que vous dites, votre collègue, elle utilise plus de petites cuillères par jour que les 50 qu'on a à sa disposition. Moi, par exemple, je crois que les 10 années qui ont précédé mon burn-out, j'utilisais tous les jours 60 petites cuillères. Mais j'avais tellement d'enthousiasme, de la reconnaissance, du plaisir, que tout se passait très très bien. Les problèmes commencent quand votre collègue, malgré ses 60 petites cuillères, elle va se réveiller le matin, elle n'en aura que 45, mais parce qu'elle est fatiguée, elle est stressée, elle a peut-être mal dormi, parce que vous sentez qu'elle a tous ces signes annonciateurs. Donc en fait, elle se lève, elle n'en a que 45, mais elle va quand même en utiliser 60. Et donc elle décharge sa batterie de plus en plus, et si elle arrive à comprendre qu'avec ses 45 petites cuillères, elle en fait beaucoup trop, vous allez commencer à pouvoir discuter de ces petites cuillères, en fait, comment est-ce qu'on les regagne? Pourquoi j'en ai que 45? Qu'est-ce que je pourrais faire pour en avoir 46 dans un mois? Ou à Noël, avoir retrouvé mes 50 petites cuillères? Et ça vaut aussi pour les gens en burn-out, parce que moi, au début de mon burn-out, j'avais 3 petites cuillères, une pour me doucher, une pour m'habiller, une pour manger en famille. Pas question de faire autre chose. Mais j'ai dû apprendre, pendant mon processus de guérison, à retrouver mes petites cuillères, en faisant plein de choses, comme par exemple des siestes ou l'alimentation. On n'en a pas encore parlé, mais voilà, je suppose qu'on va parler maintenant. Voilà. Et ça, c'est la théorie des petites cuillères. Ça rejoint un peu la batterie de Brieux. On va encore 2 questions, et puis après, je voudrais vraiment parler des traitements non agressifs et non médicamenteux, et puis la méthode de Brieux, parce que c'est ça aussi qui est important à dire, sur le moi personnel, voilà, sur le cas personnel de chacun d'entre nous. Mais on prend encore 1 ou 2 questions, Jean? Oui, on peut. Là-bas, derrière toi, à gauche. Et puis madame derrière. Oui, monsieur avec le col jaune, madame derrière aussi. Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir, vous parlez de travailleurs, mais les demandeurs d'emploi, ils sont dans le cas aussi, parce qu'en fait, ils sont stressés par l'organisme Forem, l'ONEM, qui les stresse en les contrôlant, en cherchant du travail, et tout qu'ils ne trouvent pas pour le moment, parce qu'il y a une crise. Donc, moi, je suis dans le cas, donc je me sens un peu plus en plus stressé, parce que j'ai un ultimatum. Dans quelques mois, j'ai plus de chômage, j'ai plus rien, donc... Ici, dernièrement, il y a ma maman qui est décédée, je me retrouve avec plein de trucs à faire, à gérer, et je commence à sentir mon stress qui augmente, et il y a des envies, j'ai plus envie de faire des choses et tout, donc j'étais fort enthousiaste, et je ne sais pas si je suis en burn-out ou pas. Ou aussi un autre mot pour expliquer un peu votre état, quoi. C'est ça votre question? Oui, mais aussi, donc c'est pas que les travailleurs, aussi ceux qui demandent. Ça, je pense que non. Tout à fait, ça peut toucher, on l'a dit, des gens qui sont à leur maison, ça peut être des personnes comme vous qui sont
en situation de chômage, mais la mère de famille, on parle de burn-out chez des personnes âgées qui sont retraitées, donc ça peut toucher n'importe qui. C'est pour ça que la problématique, c'est ce fonctionnement, c'est cette manière de dépenser beaucoup trop d'énergie par rapport à ce que je gagne. Et ça peut toucher n'importe qui. On parle d'étudiants qui sont aujourd'hui en burn-out, ben oui, parce que comme l'a dit Anne, la pression sociale augmente partout, donc la problématique, en tout cas là où on peut travailler chez la personne, parce qu'on l'entend, on peut travailler sur l'entreprise, on peut travailler sur l'organisation de la société, mais avant que la société ne change ou que l'entreprise change, waouh, on est pour des années. Donc là où nous pouvons travailler directement, c'est sur la manière dont la personne fonctionne. Donc sur ce fonctionnement, on peut agir. Et ça, c'est indépendant de là où on travaille et de ce qu'on fait. Donc ça peut être votre situation. Alors après, là, il faut aller rencontrer pour évaluer, faire le point. Il y a des tests qui existent pour se situer. Si vous allez sur notre site leburnout.be, il y a un petit test médical dont on n'a pas encore parlé, qui est le BMS 10. Vous avez 10 questions à remplir et ça vous donne un score qui vous donne un peu un niveau de risque du burn-out. Attends, parce que sinon j'ai peur vraiment que Dominique n'ait pas le temps. On va avancer sur les outils. Oui, une question encore ? En tant que nouvelle Bernie, je me pose des questions. On a parlé de la prévention, mais au niveau des sociétés, comment quelqu'un qui veut revenir travailler n'a pas l'énergie pour aller négocier, expliquer, voilà, je ne peux plus travailler autant qu'avant. Moi, c'est mon cas, on m'en a donné de plus en plus. Je suis fonctionnaire. Il y a 6 personnes qui sont parties. On m'a à chaque fois donné le boulot. J'ai rajouté tout ça à mon travail. Et maintenant, malheureusement, je ne me sens pas dans l'énergie d'aller négocier avec mon employeur et dire, voilà, mon médecin demande un mi-temps médical, mais je ne peux pas travailler le matin parce que le matin, je suis complètement à plat. Ça, c'est justement juste ça que je voudrais demander. Mais je ne sais pas s'il y a un moyen d'avoir une loi ou quelque chose qui fait qu'on peut aller demander quelqu'un qui vient avec nous pour négocier aussi. Parce qu'on est tout seul. Hein. Non, vous pouvez vraiment faire appel au service de la médecine du travail. Ils sont là à votre service, vous prenez contact avec eux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de services d'aide d'une psychologue qui va vous aider dans toutes ces démarches et va vous accompagner dans cette rencontre avec la DRH ou le manager pour dialoguer de ça. Mais pour faire ce processus, effectivement, il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie. Si aujourd'hui, vous n'avez pas chargé suffisamment la batterie ou que ça n'est pas consolidé, c'est-à-dire que c'est très fluctuant, c'est simplement... Ça, c'est un symptôme et un signe qui dit bien que c'est pas prêt. Hein. C'est trop tôt pour recommencer. En plus, le bas blesse était là, parce que moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. J'ai dit, je ne peux plus accepter le travail de ce monsieur-là, puis de celui-ci, puis de celui-là. J'en ai déjà accepté 3, maintenant le 4e, je ne peux plus. Eh bien non, ça n'a pas été entendu. Et donc, voilà, j'ai eu la même chose que vous, je n'ai pas pu me lever, les jambes coupées, et voilà. Et donc, ça me fait très peur de retourner et de ne pas avoir quelqu'un qui va m'aider à négocier, puisqu'on ne m'a pas entendu la première fois. Voilà, donc il y a la médecine du travail comme ressource, et 2, il faut peut-être aller vérifier où est-ce que vous en êtes dans le processus d'accompagnement, oui. Parce que, d'après ce que j'entends, ça me paraît un peu prématuré. Oui, oui, c'est récent. Voilà. Merci. Dominique, donc on va parler peut-être, on a parlé du sommeil, donc dans les choses qu'on doit mettre en place pour prévenir ou bien pour essayer de s'en sortir le plus vite possible, même si ça prendra du temps et on le sait. Facteur sommeil, vitamine D. Oui. Quels sont les autres traitements donc non médicamenteux peut-être qu'on peut mettre en place? Oui, alors dans les traitements non médicamenteux, il y a 2 choses que je voulais vous proposer. Ce sont les traitements naturels à base de quelque chose à prendre, donc un comprimé de magnésium ou une gélule d'oméga 3. Et il y a aussi toute une série de choses qui sont simplement des gestes à faire dans la vie de tous les jours, qui peuvent vraiment nous aider à rééquilibrer nos neurotransmetteurs qui sont un petit peu abîmés et à remonter nos niveaux hormonaux qui sont bas. Alors, au niveau des entreprises, moi j'aurais des suggestions à faire et j'espère toujours qu'un jour, on mettra une salle de sieste. Une salle de sieste... Il y en a. Accessible entre 1h30 et 2h30. Chez Google, ils ont une salle de relaxation, voilà. Mais les gens ont un peu mauvaise conscience d'y aller. Voilà. En tout cas, moi, je pleure pour que ça arrive vraiment. Si on pouvait se mettre ensemble, un petit groupe pour réclamer ça, les gens qui
qui sont DRH ou qui travaillent voilà, dans les la entreprises, prévention. dans la prévention. Magnifique. Mais en attendant qu'on ait une salle de sieste avec quelques chaises longues et un temps libre d'une demi-heure, hein, une demi-heure c'est bien parce que ça permet de mettre 10 minutes à s'endormir et puis 20 minutes de vrai sommeil entre 13 et 15 heures. Ça, je pense que c'est vraiment le bon usage de la sieste. Alors, en attendant ça, il y a des choses très simples qu'on peut faire chacun toutes les heures, voilà, une fois par heure, pour faire une sorte de reset, pour rééquilibrer le système orthosympathique et parasympathique, pour remettre un peu notre système nerveux en meilleur état. Une chose simple, soupirer. Allez-y, hein. Magnifique. Une fois par heure au moins. Alors bon, ce qu'on peut faire aussi toutes les heures, partout, c'est dire... Ça mange pas de pain, ça gêne personne, une fois par heure. Excellent pour rééquilibrer nos neurotransmetteurs aussi et remettre le corps à un stade plus calme. Alors, bailler. Oh là là. Ça bien. Ah oui, ça fait du bien. Bailler, il faut vraiment, il faut pas hésiter, il faut jamais se retenir. Parce que bailler, ça va nous aider à libérer le plexus solaire, qui est trop souvent le siège d'émotions mal gérées, d'émotions en tension. N'hésitez pas à bailler. Peut-être pas. Alors, il y a encore une petite chose. Bailler trop souvent au boulot, ça peut faire un peu mauvais effet, mais quand même, si on le fait discrètement, c'est magnifique. Alors, il y a une petite chose qu'on peut faire qui est très simple, c'est un exercice de yoga qui s'appelle « Je m'en fiche asana » et qui consiste à faire « Je m'en fiche ». Alors, « Je m'en fiche asana », je vous recommande plusieurs fois par jour, éventuellement pas devant le patron, mais ça peut... Voilà, on s'en fiche. On dit qu'on a un toc. On a un toc, voilà. On peut pas s'empêcher. Voilà, ça c'est magnifique parce que ça détend les trapèzes qui sont évidemment des muscles qui sont très souvent contractés. On a tendance à porter le monde et toutes les responsabilités sur les épaules. Et parce que symboliquement, voilà, il y a des problèmes dans la vie, mais c'est normal de croiser des problèmes. Et puis, dans 10 ans, la situation sera tout à fait différente. On sera peut-être encore là dans 10 ans. Et donc, est-ce vraiment grave? Donc ça, c'est des petits moyens qui sont simples et concrets, mais qui sont vraiment, vraiment utiles. Si vous pouvez aussi, quand vous avez du temps dans vos journées, au boulot ou chez vous, masser ces fameux trapèzes qui sont toujours tendus. Excellent aussi. Ou bien alors, régulièrement, quand vous avez le temps, lâchez comme ça la tête, comme si c'était le bâton d'une cloche, vous voyez, on le laisse aller. Et voilà, parce que la tête, c'est notre tour de contrôle. Et on a tendance à la tenir bien droit comme ça. Et souvent, quand je demande à mes élèves de yoga de lâcher la tête, je vois ça. Il n'y a rien qui lâche. Lâcher, c'est vraiment... C'est ça, lâcher. Donc, entraînez-vous peut-être à lâcher la tour de contrôle pour ne pas toujours être tendu dans un état d'hypervigilance qui est évidemment un état caractéristique du stress. Alors, rire. Mais oui, on devrait avoir des pièces de rire, des moments de rire, faire du yoga du rire, des ateliers du rire. C'est formidable. Ça permet de fabriquer de la sérotonine, qui est l'hormone de la zénitude, et de même pas tellement envie de chocolat. Hein. Quand on a assez de sérotonine, non seulement on est zen et tranquille et de bonne humeur, mais en plus, on n'a pas tendance à avoir une crise de boulimie sur chocolat ou autre chose, parce qu'on est bien, on est simplement content et bien. Une autre chose très simple que vous connaissez tous, qui va remonter notre niveau de sérotonine, c'est la marche. La marche, parce que si je marche, bon là il me manque un bras, mais si vous avez un mouvement de balancement entre les deux bras et les deux jambes, ça va créer quelque chose au niveau du cerveau qui va
remonter ce niveau de sérotonine. Donc la marche de préférence à l'extérieur, dans la forêt, en respirant. La respiration, évidemment, terriblement important. Par le ventre. Voilà. Oui, mieux dans le ventre, exact, très juste. Parce que tout ce qui est respiration ici va encourager l'émotionnel éventuellement agité. La respiration dans le ventre va nous faire contacter notre espace de calme. Un espace de calme intérieur qu'on a tous. Donc, respirez dans le ventre et vous allez encourager cet espace de calme. Vous allez contacter le lac tranquille qu'on a tous là. Alors, est-ce que j'enchaîne sur les plantes et les traitements naturels Oh, bah, ou... je pense, oui. Hein. Et puis après, Oui. ta méthode, Brieux. Oui. Oui. Oui, hein. Alors, du point de vue des traitements naturels, une des premières choses qu'on va prendre chacun si on est stressé, et bien sûr encore plus si on est en burn-out, c'est du magnésium. Dès que le stress arrive, le magnésium, il part dans l'urine. Nous avons tendance à créer une acidification cellulaire et donc le magnésium, il fiche le camp avec les protéines, avec le calcium et hop, on est en déplétion de magnésium. Et du coup, on va avoir des signes qui vont apparaître. On va avoir des crampes et des contractures et des agitations involontaires, comme par exemple, vous avez les paupières qui clignotent. Manque de magnésium. Je ne supporte plus le bruit. Mes voisins qui font du bruit, qui claquent la porte, je ne supporte plus. Les travaux dans la rue, oh, ça m'est totalement insupportable. Manque de magnésium. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on va prendre, c'est un traitement de magnésium. On en mange évidemment un peu si on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et des huîtres et des poissons et tout ça. On mange du magnésium et des noisettes et des amandes. Mais on n'en mange jamais assez. Et donc, je vous recommande vraiment des suppléments de magnésium. Alors, quels suppléments de magnésium? Je ne vais pas recommander de marque, mais si vous voulez regarder sur la notice de quoi il s'agit, les formants AT sont généralement de bons produits qui sont bien absorbés. Le glycérophosphate de magnésium, le succinate de magnésium, le citrate, je ne pense pas que ça existe, ceci dit. Enfin, tout ce qui est en AT, c'est bien. C'est mieux que les chlorures et que les choses en ide, comme comme l'oxyde de magnésium. Voilà. Les formes en AT, les sels de magnésium en AT, c'est toujours mieux. Alors, des oméga 3, on en a rarement assez. Certaines personnes qui mangent l'équivalent de 3 boîtes de sardines par semaine ont peut-être assez d'oméga 3. Donc, sardines, saumon, thon, hareng, matches, voilà, les poissons gras des mers froides, mais aussi, il n'y a pas que les poissons. Les poissons, c'est très bien pour DHA et EPA. Mais il ne faut pas oublier l'huile de colza, parce que l'huile de colza, c'est la meilleure source d'acide gamma-linolénique, qui est importante aussi en tant qu'oméga 3 pour des tas de choses, et entre autres pour la régulation du poids. Et où se trouve cet acide gamma-linolénique? Dans diverses huiles, mais surtout dans l'huile de colza, qui a le meilleur rapport qualité-prix, je dirais. Il y a aussi l'huile de cameline, il y a aussi l'huile de noix, mais l'huile de noix, malheureusement, elle est plus riche en oméga 6 qu'en oméga 3, donc pas tellement intéressant du point de vue du bilan oméga 3. Oui, l'huile de chanvre, absolument, très très bien. Et alors, l'huile de lin, voilà, je voulais parler de l'huile de lin parce que l'huile de lin, c'est très bien, mais il faut être sûr qu'elle a été conservée au froid. Alors, ou bien on l'achète en petites capsules et alors elle est bien à l'abri dans les capsules, c'est bon. Ou bien on l'achète en flacon, mais en flacon, il faut qu'elle soit au froid chez le distributeur dans le magasin, dans votre frigo, mais aussi depuis qu'elle a été produite. Il faut être sûr que la chaîne du froid n'a pas été brisée. Et de toute façon, c'est beaucoup plus cher. Donc, moi, je recommande avant tout l'huile de colza, qui peut évidemment se mettre sur les crudités, mais aussi qui peut se mettre dans
les choses que nous souhaitons cuire, jusqu'à 180 degrés. Vous entendrez encore beaucoup de médecins qui ne connaissent pas tout à fait bien ces détails de la nutrition vous dire « Ah non, 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 l'huile de colza, les huiles végétales, à part l'huile d'olive, il ne faut pas cuire ». En réalité, en cuisson d'eau, c'est jusqu'à 180 degrés. Tant qu'elle ne fume pas, bien sûr, l'huile de colza, ça va aussi. Donc, cru et cuit. Et nous devrions tous consommer 3 cuillerées à soupe par jour d'huile de colza, ce qui fait à peu près 1 litre par personne et par mois. Voilà, donc les oméga 3. Ensuite, oui, les probiotiques, parce que dans le processus du burn-out, l'intestin va toujours être malmené. Il va y avoir une inflammation intestinale liée à l'excès de cortisol. Et comme l'intestin est notre deuxième cerveau, il va communiquer avec le premier cerveau et malheureusement créer aussi une neuroinflammation qui va nous causer pas mal de problèmes. Donc, prendre des aliments anti-inflammatoires, comme les oméga 3 d'ailleurs, et soigner notre intestin avec des probiotiques et avec éventuellement des plantes et des produits à base de glutamine, par exemple, qui vont calmer l'irritation intestinale et le syndrome de l'intestin poreux, c'est bien. Alors les plantes, je pense avant tout dans le burn-out aux plantes adaptogènes dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a la rhodiola qui est très en vogue pour le moment, on en parle beaucoup. Je suppose que s'il y a des burnies parmi vous, on leur a proposé de la rhodiola. C'est une très bonne plante adaptogène qui a tout à fait ses preuves sur le plan d'études scientifiques qui sont fiables. L'éleutérocoque, une plante traditionnelle. La maca. Le ginseng, évidemment. Le ginseng est une plante traditionnelle chinoise qui fonctionne très bien dans le burn-out pour nous aider à mieux gérer le stress, pour soutenir les surrénales. Le noni, l'ashwagandha qui est une plante indienne très précieuse, notamment pour le sommeil, parce que l'ashwagandha, c'est une plante qui permet de soutenir l'énergie yin, donc l'énergie calme. Donc c'est une plante qu'on peut prendre le soir pour bien dormir et qui va vraiment ressourcer notre énergie calme. Le romarin, qui est une plante de chez nous, alors n'hésitons pas à mettre du romarin dans les plats et faire des tisanes, effectivement. Les tisanes sont un excellent moyen de se soigner, il ne faut pas hésiter. Alors, quelle est la différence entre une plante adaptogène et un stimulant? Évidemment que quand on est fatigué, on a tendance à prendre des stimulants comme du café, du thé, du Coca-Cola, des boissons énergétisantes. Attention, tous ces stimulants vont entamer notre capital énergie, alors que les plantes adaptogènes, pas du tout. Elles vont permettre une bonne récupération après l'effort et ne pas entamer notre énergie. Ah oui, à propos des traitements naturels, il y a des acides aminés qui sont généralement conseillés dans le cas de burn-out et je pense que c'est une bonne idée. C'est la tyrosine le matin parce qu'elle est un précurseur de la dopamine et le tryptophane le soir parce qu'il est un précurseur de la sérotonine qui se transforme elle-même en mélatonine, l'hormone du sommeil ou le déclencheur du sommeil, disons. Alors, la tyrosine, c'est assez facile à trouver. Il y a plusieurs produits qui en contiennent. À prendre le matin à jeun. La dopamine, c'est cette hormone du matin, ce neurotransmetteur plus exactement, qui est vraiment la clé de contact dans le démarreur. Si j'ai de la dopamine le matin, waouh, chouette, ça va être une bonne journée. Je me réjouis de la vivre et j'ai envie de faire ça et je me lève en forme. La tyrosine va renforcer cette dopamine précieuse. Par contre, le cortisol en excès, il va canarder la dopamine et handicaper la production par notre cerveau de cette dopamine. Alors, le tryptophane qu'on va prendre plutôt en fin de journée à 16-17 heures et le soir, lui, c'est important, si vous en prenez, de ne pas le prendre seul, pas de complément alimentaire seul à base de tryptophane, parce que il est important qu'il soit consommé avec des plantes anti-inflammatoires.
Le tryptophane seul, qui arrive dans un cerveau en moyen bon état, en plutôt pas bon état, il risque d'être engagé dans la voie de la kynurénine. Bon, c'est de la chimie, biologie du cerveau, mais il faut savoir que ça existe, cette voie de la kynurénine qui est un neurotoxique qui va aggraver la neuroinflammation et aggraver notre état de burn-out. Donc, quand on prend ce tryptophane, suivant le schéma général de une gélule avec un goûter légèrement sucré, genre des fruits et des noisettes, ou une tartine de bon pain complet avec de la confiture ou du chocolat noir, pas de protéines. Donc, une gélule en même temps que le goûter et une gélule au souper. Et toujours dans des complexes de compléments alimentaires qui contiennent aussi du curcuma ou d'autres plantes anti-inflammatoires pour prévoir cette histoire du tryptophane qui risque de prendre une mauvaise voie biochimique qui ne va pas nous arranger. Donc, je ne recommande pas le tryptophane seul, mais toujours avec des plantes anti-inflammatoires et dans le cadre d'un traitement aussi avec des oméga 3. Est-ce qu'on peut s'arrêter ? Oui. Oui, parce que j'ai peur, le temps tourne et je voudrais, en tout cas, on a déjà eu beaucoup d'informations par rapport à tout ça. Je voudrais, Brieux, te donner la parole, bien sûr, pour parler de ta méthode, même si je sais que tu as déjà fait des allers-retours depuis le début, mais redéfinir un peu ce qu'est ta méthode. Je voudrais surtout remercier Dominique qui met vraiment l'accent sur la nécessité, effectivement, dans un premier temps, effectivement, de prendre soin de cette réalité qu'est notre corps, en lui donnant une bonne alimentation, en lui proposant des exercices, et ils sont super parce que extrêmement simples, ça peut se faire n'importe où, ça ne prend pas de temps et ça ne prend pas d'énergie, au contraire, ça va en donner. Ça va être une étape essentielle pour recharger la batterie, et je vous ai dit, dans un second temps, ce qu'il va surtout falloir faire, c'est apprendre à distinguer qui je suis de comment je fonctionne. Et c'est là que le travail qu'on propose avec notre école est extrêmement intéressant parce que toute la pédagogie qu'on met à votre disposition va servir à ça, à vous aider à distinguer qui on est de comment on fonctionne. Comment est-ce qu'on fait ça ? Au travers de petits groupes d'accompagnement, 6, 7, 8 personnes maximum, avec une dynamique d'une rencontre plus ou moins tous les 3 à 4 semaines. Dans ces rencontres, qu'est-ce qu'on va faire ? Dans un premier temps, faire le point. On va réexpliquer ce schéma. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver facilement sur notre site internet, leburnout.be. Il y a des petites vidéos qui représentent ça. C'est très simple. Pour bien comprendre qu'est-ce que c'est. Une fois qu'on est au clair avec la situation de chacun, on va mettre en route toute une dynamique d'accompagnement pour soutenir, je vais dire, les activités qui font du bien et bien apprendre à distinguer, à sentir qu'est-ce qui me charge, qu'est-ce qui me décharge. Et puis pour directement aller apprendre et voir, ok, qu'est-ce qui caractérise qui je suis ? Et là, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais avec ces personnes ? Je leur demande de faire la liste de leurs qualités. Alors parfois, il y en a qui ont beaucoup de mal parce qu'ils disent, oh, mais on ne ferait pas la liste des défauts. Je dis, non, ça je sais que vous savez le faire sans moi. On a appris ça depuis qu'on est tout petit, voir tout ce qui ne va pas. Par contre, on a oublié de nous apprendre à voir ce que je mets en œuvre du meilleur de moi. On va prendre cette liste et puis on va partager la liste. Et je vais leur dire, mais voilà, ils vont me partager leurs qualités, ok, par exemple, et c'est souvent des gens qui sont très généreux, bienveillants, minutieux par exemple, etc., etc. Et on écoute et on fait une liste de toutes les qualités que les personnes partagent dans le groupe. Et puis là, je leur fais un petit apport, je leur dis, mais voilà, des qualités humaines, on en a toutes et tous. Quelque part, ça va faire la colonne vertébrale de qui vous êtes. Bien. Après, il y a comment je les utilise. Et là, on commence déjà à distinguer qui je suis de comment je fonctionne. Et on met ça sur une ligne, comme sur les anciennes tables de mixage, où il y avait des petits curseurs qu'on peut déplacer. Alors minutieux, ah oui, souvent ces personnes le sont. Et qu'est-ce qui fait que dans le burn-out ? Souvent, eh bien, ils vont l'utiliser trop. Comment ça s'appelle quand je suis trop minutieux ? Je suis perfectionniste. C'est la manière dont je l'utilise. Mais quand il n'y a plus du tout d'énergie, je ne suis plus minutieux, je bascule dans pas assez. Et ça permet très facilement de comprendre, ça c'est qui je suis. Là, c'est comment je fonctionne. Et là, on va pouvoir apprendre à distinguer qui on est de comment on fonctionne. On va commencer par quoi ? D'abord, fixer la notion de qui je suis, apprendre à repérer ces moments où je me sens généreux. Je peux savoir que je le suis.
Autre chose, c'est de sentir le moment où je le vis. Et là, on va vraiment accompagner pour apprendre à expérimenter et à ressentir ça. Et dans ces groupes d'accompagnement, à chaque rencontre, on va donner des petits outils super simples. Si vous êtes venu à notre stand PRH là aujourd'hui, on vous a sûrement proposé de tirer des petits papiers sur lesquels il y avait des qualités. Ben, c'est cet exercice-là. On vous a dit, tiens, est-ce que vous vous reconnaissez? Là, c'est avec notre tête, on reconnaît. Mais quand est-ce que vous êtes senti le vivre? Et là, souvent, c'est gros point d'interrogation. Pourquoi? Ben, simplement parce que quand on était petit, on a oublié de nous apprendre ça. Donc il y a toute une pédagogie et une rééducation pour apprendre à changer la manière de fonctionner et d'agir beaucoup plus en fidélité à qui on est. Alors, je ne vais pas en dire plus parce qu'on arrive vraiment à la fin de ce temps et qu'on peut avoir un petit temps de conclusion, mais en tout cas, j'ai des collaborateurs qui sont là. Si vous avez besoin, pour vous expliquer un peu plus loin, ces groupes d'accompagnement et toute la pédagogie qu'on met en place et qui en fait est assez simple, nécessite juste du temps parce que changer de fonctionnement, ça ne se fait pas en 3 jours ni en 3 semaines, mais j'observe qu'au bout de quelques mois, eh bien, ces personnes peuvent faire vraiment l'expérience d'une autre manière de fonctionner. Et après, ils choisissent quelle est celle qui a le plus de goût et qui est la plus efficace en termes d'énergie. Ben, une fois qu'on a goûté à une manière plus ajustée et plus respectueuse de son corps et de qui on est, ben, il n'y a pas photo. On sent que soi-même on y gagne, on est plus heureux, on est mieux dans ses relations à tous les niveaux, et on retrouve une énergie où le corps va donner le feu vert pour retourner dans un projet professionnel ou autre. Tout cet accompagnement, voilà, sur quelques mois, est tout à fait faisable. Je ne dis pas c'est facile, mais c'est assez simple. Il faut se donner ce temps et ces moyens. Voilà, j'arrête là. Oui. Alors, j'aimerais bien rebondir Qui a sur... parlé, hein, tu fais la petite note de conclusion? Oui, tu et rebondis je rebondis et en même temps je Ouais. conclus. C'est exactement, je suis émerveillée en fait par tout ce que j'entends et c'est exactement pour ça que j'ai écrit le guide du burn-out. Parce que moi, quand j'ai craqué, j'ai été voir mon médecin généraliste. Et alors j'ai eu pas mal de chance sur mon médecin généraliste parce qu'il était un peu comme Dominique. Donc il m'a fait une très bonne prise de sang par exclusion. C'était un burn-out, c'était pas autre chose. Et puis il m'a dit que je devais prendre du magnésium, des oméga 3. Du curcuma, du tryptophane. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Et puis il m'a dit, repose-toi. Donc je l'ai dit tout à l'heure, se reposer, ça j'ai dû apprendre toute seule ce que ça veut dire. Donc dans le livre, je passe beaucoup de temps à expliquer ce que ça veut dire se reposer, à faire témoigner les gens sur se reposer. Parce que c'est les 2 premières étapes qui viennent en même temps, c'est le médecin généraliste et le repos. Mais mon médecin, il m'a pas dit que je devais aller voir Brieux. Et donc, je suis restée avec ma honte, ma culpabilité, ma frustration pendant au moins 9 mois, à redémarrer tout le temps, dès que je pouvais, à essayer de faire bonne figure, alors que je me sentais misérable, mais personne ne m'avait dit. Donc, le chapitre 2 de Comment guérir dans le livre, c'est il faut parler de ce qui vous arrive avec des gens spécialisés, des thérapeutes, des accompagnants, par la parole. Une troisième chose que personne n'avait dite et que j'ai découvert avec le temps aussi, c'est que si on craque, c'est que la tête vous a donné des messages de « je veux faire ça, je dois faire ça, il faut que je fasse ça », jusqu'au point de craquer, jusqu'au point où le corps a dit « c'est tellement éloigné de ce qui est juste pour toi que moi je vais mettre le haut là, moi je vais couper les plombs, ça suffit cette histoire, on s'arrête ». Tant que la tête et le corps ne se sont pas réconciliés, vous n'allez pas non plus pouvoir redémarrer complètement. Ça veut dire que quelque part dans le processus de guérison, mais une fois qu'on a rechargé pas mal son flux d'énergie, qu'on a commencé à comprendre, Dominique, tout le monde te regarde. Dès qu'on a commencé à remplir son flux d'énergie, à parler avec un thérapeute de ce qui nous arrive, il faut aussi réconcilier la tête et le corps. Ça veut dire qu'il va falloir amadouer de nouveau son corps pour qu'il soit de nouveau le vrai ami qu'il est pour nous. Ça veut dire qu'il va falloir essayer soit du yoga ou de la méditation ou de la marche consciente. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et donc, dans les témoignages du livre, chacun raconte, moi j'ai essayé la sophrologie, j'ai détesté, ou l'autre qui dit, moi j'ai essayé la sophrologie, j'ai adoré, j'en ai même fait mon métier d'ailleurs. Et donc, il y a ces 3 volets-là. Il y a le généraliste, il y a le psychothérapeute et il y a faire quelque chose avec son corps. Pour moi, ça fait partie des 3 éléments qu'il faut mettre en œuvre quand on veut remonter la pente durablement d'un burn-out. C'est bien parce que ça vraiment, ça remet, ça restructure un petit peu toutes les parties qu'on a abordées aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on pourrait encore en parler pendant 2 heures parce qu'on n'a pas fait le tour du sujet, mais en tout cas, on vous a donné des clés et c'était un petit peu ça l'objectif.
des clés pour pouvoir réagir personnellement, parce que comme tu l'as dit, Brieux, chaque cas est personnel. On a tous, j'aime bien cette image que tu emploies, on est tous différents et dans notre capacité de récupérer par rapport au sommeil, dans notre corps, dans les signes que le corps nous envoie, enfin voilà. Et donc c'est extrêmement important. Quand tu parlais du yoga, elle était en train d'écrire le mot, Oui. mais sans... C'était une des casquettes de Dominique, elle nous l'a expliqué Ouais. dans sa préparation, mais comme on n'en a pas parlé aujourd'hui, se réconcilier avec son corps, c'est très très important. Mais voilà, je pense que Dominique a envie de conclure sur ce point-là. À mon avis, oui. Oui, merci. Je voulais vous montrer quelques méthodes que je recommande absolument pour aider notre corps à se poser, à sortir du stress. Le yoga, évidemment. Le yoga nidra, c'est le yoga du sommeil, dans lequel on ne dort pas tout à fait, mais qui est un extraordinaire moyen de retrouver notre énergie. Et j'ai reçu quelques témoignages extraordinaires de gens qui, à travers le yoga nidra, sont sortis beaucoup plus vite du burn-out qu'ils n'en seraient sortis autrement. Il y a un site que je vous recommande qui est contemplation.be, je pense que c'est .be, voilà, contemplation en tout cas. La méditation, je vous la recommande aussi, mais plutôt méditation guidée. Parce que quand on est seul, désemparé, fatigué, c'est difficile d'être seul dans le silence avec ses pensées. Donc plutôt méditation guidée, et le yoga nidra est une forme de méditation guidée. Le massage, je vous recommande aussi vraiment, parce que se reconnecter au corps, c'est formidable. Et quand on sent, et dans le massage on est dans le senti, on ne pense pas, donc on débranche ici. Voilà. Les méditations guidées, on peut les faire avec un CD. Donc quand on est fatigué chez soi, qu'on n'a pas la force de sortir, puis ça ne coûte pas grand-chose, on achète une fois le CD et on peut le passer en boucle chaque fois qu'on veut méditer. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore une dernière question, une dernière intervention. Moi, je pense que c'est ce que j'aurais dit aussi en émission, c'est vraiment ne pas rester avec ça en sortant de la salle en se disant, oh là là, voilà, je crois que ça me concerne. Et puis, essayer, surtout ne pas s'isoler, ne pas faire un retrait sur soi. C'est comme parfois quand on apprend qu'on souffre d'une maladie ou quoi, on a peur d'en parler, on essaie de garder ça pour soi. Je pense qu'ici, les trois personnes qui étaient devant vous vous ont vraiment prouvé qu'on pouvait en sortir. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir le plus, c'est qu'on peut en sortir, quel que soit l'âge, quelle que soit la profession, qu'on ait un poste de direction placé ou bien qu'on soit peut-être en recherche d'emploi et qu'on puisse finalement, là c'est plus aussi par rapport à l'émission que j'ai fait hier, on peut se repositionner par rapport à son job pour le plaisir ou pour faire plaisir. C'est vrai que si on avait encore eu 2 heures et on aurait pu revenir sur, mais tu l'as fait, Brieux, malgré tout, en parlant des points qu'on nous attribue à l'école, la façon dont on nous a élevés, dont on a reçu évidemment tout ce lot éducatif de choses qu'on doit bien faire, le manque de reconnaissance qu'on a pu avoir. Et c'est vrai que quand tu faisais aussi, quand tu as parlé, quand toi tu as fait un peu la relation avec comment on nous a appris à être cotés il y a 20-30 ans, et toi quand tu as dit avec l'arrivée des ordinateurs il y a aussi 20 ans, les GSM et tout, je me dis, on est finalement, c'est peut-être pour ça qu'on en parle évidemment beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on est dans une génération à risque. Nous, déjà, et puis il faut évidemment essayer de prévenir un peu ceux qui vont nous suivre, mais nous, ça n'avait pas été facile de passer d'un monde à un autre, le monde du non-informatique, le monde, oui, moi aussi, moi je fais 26 ans que je suis à l'RTBF, quand je suis rentrée à l'RTBF, je pouvais aller une semaine en Ardèche pour faire un reportage par jour. Mais maintenant, c'est plus possible. Ils vont me faire 7 reportages en une journée, quoi. Donc, c'est même ça. Je me dis, moi aussi, j'ai connu des... Enfin, on a connu, nous, les gens des médias, aussi des trucs incroyables, quoi. C'est vraiment rentabilisé, et il n'y a plus de secrétaire maintenant, il n'y a plus d'assistante, et on est tout seul. Mais on y va, quoi. Et les gens pensent encore qu'on a des équipes. Non, on n'a pas d'équipe. Je suis toute seule. Donc, voilà, j'adore les mails que je reçois en disant « Vous et votre équipe ». Voilà, les gens ne savent pas ça, mais
Mais je m'en sors bien. Ah, je pense que je m'en sors bien. Enfin voilà, je pense qu'on peut les applaudir tous les trois. Et merci à toi, Jean et Isabelle, d'avoir eu ce flair, d'avoir invité des gens finalement très complémentaires aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on peut refaire cette conférence ailleurs. Hein. Mais tout à fait. Voilà, rendez-vous est pris. Hein, en tous les cas, on peut tout nous ouvrant vendre. merci. Sylvie, Anne, Dominique, Brieux, merci beaucoup pour cette soirée. Moi qui ne suis peut-être pas vraiment dans le cas, peut-être pas encore, j'ai appris plein de choses et j'imagine que vous aussi, vous avez appris énormément de choses. Voilà, donc maintenant il va falloir malheureusement arrêter. Encore un tout grand merci. Bonne soirée et si vous le cœur vous en dit, demain le salon continue.